Bonjour à tous et bienvenue dans Arrêt au stand de la course. Vous le savez, maintenant tous les dimanches après-midi, nous vous faisons vivre les courses automobiles. Et cette fois-ci, ce dimanche après-midi, on vous emmène sur les bords d'un terrain mythique qui est le Castellet. Le fameux circuit Paul Ricard, là où a eu lieu les grands moments de la Formule 1 depuis 40 ans et où se déroule aussi le championnat de France de GT4, où on va y découvrir ces magnifiques courses dans le sud de la France, normalement au pays du soleil. C'est quoi les particularités techniques un petit peu de ce circuit ? Alors un peu plus de 5 km sur cette piste qui est assez large et spacieuse. La spécificité, c'est qu'il n'y a pas de rails de sécurité très proches, il y a des grands dégagements qui sont parfois controversés et parfois appréciés pour la sécurité des pilotes. Eh bien c'est parti, on vous emmène tout de suite découvrir la course. Votre programme avec Racing Lube, spécialiste des fluides et lubrifiants pour les particuliers et professionnels. Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce championnat de France FFS AGT ici sur le circuit Paul Ricard. Une première course disputée ce samedi soir pour un programme qui sera très chargé puisque nous allons avoir effectivement 3 courses au programme, 3 courses de 60 minutes que nous allons bien sûr vous commenter en compagnie de Laurent Mercier et de Guénel Longy que l'on retrouvera dans la pit lane. On va commencer, pour une fois on ne sera pas galant, Guénel nous pardonnera, mais on va commencer par l'homme qui est ici à côté de nous dans cette cabine. Laurent Mercier, bonsoir. Bonsoir Thomas. Ravi de vous retrouver sous un ciel bleu ici sur le circuit Paul Ricard. Ça paraît évident de venir dans le Var et d'avoir une météo sympa comme celle-là. Et pourtant ça ne l'est pas. Pourtant ça ne l'est pas. On a eu une belle météo ce samedi sur le circuit Paul Ricard, contrairement à hier où on a eu même une séance d'essai, la séance d'essai qui devait se dérouler en fin de journée qui a été annulée à cause de la pluie et du vent puisqu'on était ici en vigilance orange pour les inondations et le vent. Et du coup aujourd'hui on a quand même eu une belle journée. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une belle journée automnale ? Oui, journée lumineuse en tout cas, ce qui nous a changé par rapport à hier. On avait l'impression d'être resté dans la nuit comme si le jour ne s'était jamais levé ici sur le Var. Alors on vous avait promis évidemment d'avoir à nos côtés Laurent Mercier. Nous aurons aussi dans la pit lane notre Guénel Longy. Bonsoir Guénel. Oui, bonsoir messieurs, parce que la lumière est en train un petit peu de tomber sur ce circuit Paul Ricard pour cette première course du week-end. Je suis en compagnie du poleman de la catégorie M, c'est Didier Dumaine qui va prendre le départ au volant de l'Aston Martin AGS Events après 2 podiums à Manicourt. Et cette petite panthère noire, alors elle est juste devant, on la voit pas mais on la montrera après, qui a l'air de vous porter chance Didier. Ouais, Nogaro était difficile. On a bien redressé la barre avec Christophe à Manicourt. L'équipe y a bien travaillé. Et on va essayer aujourd'hui, on continue pour notre objectif final. Et on s'amuse bien. Tu sais, tu l'as déjà vu dans notre équipe, on a une bonne ambiance. Et rien que ça fait plaisir de se trouver là avec vous tous, et c'est excellent. On est ravis et vous n'avez pas loin de vos adversaires, juste à côté Pascalito. Justement, c'est ce qui est beau et c'est ce qui fait la bagarre et c'est ce qui fait les choses. Donc c'est des gens super bien chez Full Motorsport, on s'entend bien. On sait que ça sera propre avec Christophe, Pascal et franchement que le meilleur gagne. Merci pour ce beau fair play, bonne course Didier. Merci Guénel. On voulait voir la panthère Guénel, vous avez oublié de nous montrer la fameuse panthère de cette Aston, parce que cette Aston qui était partie 3 fois depuis la pole position. Ah voilà, on la voit. Merci Guénel. Cette panthère qui a une signification toute particulière, la volonté de chasser le chat noir, Laurent Mercier qui avait poursuivi Didier Dumaine et Christophe Carrière lors du premier rendez-vous. Exactement, parce qu'à Nogaro, cet équipage était en lice pour la victoire sur les différentes courses. Et, ils étaient partis 3 fois de la pole. Ouais, exactement, et ça n'a pas pu transformer en course. Et on a donc décidé de mettre cette panthère et depuis ça se passe plutôt bien pour cette Aston Martin. On sait qu'AGS Events en plus un change de voiture, de constructeur cette année, puisque les années passées on les voyait avec Porsche et là on est passé dans le camp Aston Martin et ça s'est plutôt bien passé à Manicourt. Et donc on va voir ce que ça va donner ici au Paul Ricard. Une 3e place et puis une 2e position sur le circuit de Nevers-Manicourt. Les premiers podiums de Didier Dumaine et Christophe Carrière qui au niveau du championnat ne sont pas tout à fait décrochés encore. Ils ont 39 points de retard sur les leaders Pascal Hutto et Christophe Hamon. 39 points ça peut paraître beaucoup Laurent et en même temps on a vu tellement de rebondissements déjà notamment dans cette catégorie AM avec Erwan Bastard et par exemple qui s'était accroché à
Manicourt. À Manicourt. Ouais, d'où l'importance aussi de ce meeting du Paul Ricard avec ces 3 courses, puisque à la fin du meeting, après, il restera 2 autres meetings avec Albi Et les deux noms. et les Denon, exactement. Donc on restera dans le sud de la France. Et donc ce meeting du Paul Ricard est très important avec ces 3 courses. Ah mais on est dans le sud, on essaie de profiter d'une météo du sud, on va essayer de la garder bien sûr. Et nous allons maintenant retrouver le poleman de cette course. Première pole position pour lui, c'est Édouard Copé, il est au micro de Guenel. Ouais, première pole position, mais pas première victoire. Édouard, il connaît le chemin du succès. Ils nous l'ont prouvé à Manicourt. Avec cette deuxième place également au classement provisoire de la catégorie Silver. Là, l'objectif, j'imagine, Édouard, avant même de penser à la victoire, c'est de mettre le plus loin possible cette BMW qui est pas si loin derrière. Ouais, c'est exactement ça. Le but, c'est que cette BM soit le plus loin possible. Et après, il va falloir faire notre course, penser à nous et pas à eux, et gagner les 3 courses au week-end. Et voir où on en est au championnat à la fin du week-end. Bon, on va pas vous embêter plus longtemps. Bonne course, Édouard. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup Guenel et merci à Édouard Copé. Effectivement, vous l'avez dit, vainqueur pour la première fois. C'était en compagnie de Fabien Lavergne sur le circuit de Manicourt. Édouard Copé qui vit sa 2e saison en GT4. Laurent, l'an dernier avec Arthur Rougier, ils avaient flirté plusieurs fois avec la victoire. On se souvient notamment d'un leadership bien affirmé à Spa-Francorchamps et puis il y avait une crevaison, ils avaient eu de la malchance. Est-ce qu'on peut dire un peu à l'image de l'équipe AGS Evans que peut-être le chat noir est parti pour cette équipe CD Sport et pour Édouard Copé? Ouais, et surtout que si vous vous souvenez bien, à Manicourt, il y avait eu un problème sur cette voiture qui n'avait pas roulé en essai. Et finalement, ça leur avait plutôt bien réussi. Il y a eu un problème d'embrayage de mémoire. Oui, exact. Et finalement, ils avaient remporté leur première victoire de la saison. Alors on sait que c'est solide, Édouard Copé et Fabien Lavergne. Et en plus, Édouard Copé est sur une très bonne dynamique, aussi bien en LMP3 en prototype qu'en GT4. Puisque pour le moment, tout ce qu'il touche, Édouard Copé, ça gagne. Ça gagne ou ça fait podium. Oui, ça fonctionne plutôt bien. Il avait déjà terminé 3e l'an dernier du championnat de France FFSA GT en programme dès sa première année dans la compétition. Ce qui était assez remarquable, bien sûr. Édouard Copé en première ligne, en pole position, il partira sur la ligne intérieure. À ses côtés, on va retrouver Sacha Bottemann et Lonnie Martins. C'est un équipage qui fait son retour, Laurent, dans le championnat de France. Enfin, 2 pilotes au cas qui font leur retour. Je pense pas qu'ils avaient déjà roulé ensemble, mais ils reviennent. Les deux sont des familiers du championnat de France FFSA GT. Donc ils ont fait une petite pause principalement professionnelle. Et du côté de chez Full Motorsport, on avait une 2e Audi. On sait que les deux sont très proches aussi de Christophe Hamon, qui roule sur l'autre Audi du team Full Motorsport. Et ils sont venus reprendre goût à la compétition. Et pour le moment, Sacha Bottemann, il prouve qu'il n'a rien perdu de sa pointe de vitesse, puisque c'est le 2e temps pour un équipage qui roule en silver. Et c'est vraiment une belle perf pour un retour. Oui, et ce qui est fantastique aussi, on a l'habitude de penser, quand on voit le championnat de France et FFSA GT, on se dit Audi c'est forcément Saint-Éloque évidemment qui est un peu la structure de référence pour la marque Ozano. Et ça fait plaisir finalement de voir ce team Full Motorsport dirigé par Vincent Saforès qui est là et qui dès qu'il a un équipage aussi peut jouer la gagne en silver et en rame. Exactement, et c'est que la 2e année du team Full Motorsport qui est basé à Bordeaux, donc en FFSA GT. Donc on se souvient, tout le monde a en mémoire la sortie de piste de Christophe Hamon qui n'y était pour rien l'année passée à Manicourt. Et du côté de chez Full Motorsport, on s'était attelé à trouver un châssis. On avait commandé d'ailleurs une 2e Audi. Et c'est pour ça qu'on a 2 Audi sur la grille de départ. Et c'est vraiment un team qui fait les choses bien et qui brille dès sa 2e saison en GT4. Et c'est vrai qu'on n'a pas que Saint-Éloque en GT4. 2 premières donc sur la première ligne de la grille de départ. Une première pole position pour Édouard Copé. Une première ligne au scratch pour l'équipe Full Motorsport avec Sacha Bottemann. Excellent 2e temps pour son retour. Ricardo van der End, Guenel Longy vous en parlait il y a quelques instants. En tête de la Silver Cup, Ricardo van der End avec Benjamin Le Sen. Ils ont gagné 4 courses sur 5 dans la Silver Cup. La BMW numéro 17 qui s'est encore imposé à Manicourt lors de la course 2, partira cette fois depuis la 3e position. L'espace bienvenu qui accumule les performances de choix avec un duo, on aura l'occasion d'en reparler avec Laurent Mercier, mais qui était déjà présenté parmi les favoris, un duo très très homogène notamment. On va continuer la grille de départ tout de même. Vous parlez de Christopher Campbell qui partira depuis la 4e position. C'est le meilleur chrono de la catégorie Pro-Am également pour le pilote de l'Alpine CMR. Mais avant cela, nous allons retrouver dans quelques instants sur la pit lane Guenel. Oui, je suis en compagnie de Lonnie Martins parce qu'on a été évacué de la grille avant d'avoir la chance d'interviewer cet équipage qui est sur la première ligne aujourd'hui. Retour en force, Lonnie, retour en forme pour Sacha aussi. Oui, franchement, on s'y attendait pas vraiment parce qu'après
4 ans passés sans avoir pris aucun départ de course. Sacha, il s'est vachement bien démerdé et c'est ça que j'adore chez lui, c'est qu'en fait c'est imprévu, c'est-à-dire qu'il arrive ici et il prend du bon temps, et en prenant généralement ce qu'il faut faire pour tout le monde, du bon temps, on arrive à être devant, et maintenant ce qu'il faut c'est se battre pour le reste de la course. Est-ce qu'on peut s'attendre à une course sans complexe? Vous n'avez rien à perdre, vous ne jouez pas le championnat, contrairement aux voitures qui sont autour de vous sur la grille. Du coup, vous allez jouer votre va-tout, j'imagine. Alors le premier mot d'ordre, ça reste quand même de ne pas gêner ceux qui font le championnat, surtout parce que on a été dans leur cas et on ne veut pas que ça arrive. Donc du coup, on va essayer de faire notre course gentiment, sans brusquer les autres pilotes, sans les embêter surtout, et on espère essayer de rester devant. Et merci Guenel, merci à Lonnie Martins, merci beaucoup à Lonnie Martins, effectivement, le team Full Motorsport, Sacha Bottemann de retour. C'est vrai que tout le monde a en mémoire, notamment en 2016, le gros accident de Sacha Bottemann sur le circuit de Nogaro lors des Coupes de Pâques, Laurent. Il revient et puis voilà, fantastique de le voir ici en première ligne. Laurent, on regarde la grille de départ. Édouard Copé, Sacha Bottemann, ce sera la première ligne. Une Mercedes, une Audi pour les équipes CD Sport et Team Full Motorsport. Deuxième ligne pour Ricardo Van der Ende, l'actuel leader du championnat Scratch et en Silver Cup avec la BMW de l'espace bienvenue. Devant Christopher Campbell, le meilleur temps de la catégorie Pro-Am, c'est l'Alpine numéro 36. Nous avons ensuite Benjamin Lariche sur l'Alpine, on en reparlera. Speedcar, il est 5e. Olivier Jouffret, on en reparlera également. C'est un revenant avec une Mercedes, il est en 6e position. 7e position pour Gilles Van et pour Alain Ferté sur les Aston et les Alpines. Nous avons ensuite Nicolas Gomard qui est en 9e position sur l'Alpine AG Siemens, Rodolphe Walgren sur l'Aston, pardon, AG Siemens, Rodolphe Walgren sur l'Alpine Mirage Racing, et quant à lui en 10e position Fabien Michal et Paul Petit qui a été pénalisé. Il avait signé le 7e chrono, mais il est 12e sur la grille. Ils sont en 6e ligne. Didier Dumaine et Pascal Hutto, les deux premiers de la catégorie A, 13e et 14e. Julien Piguet sur la Toyota et 15e. Éric Debar sur l'Audi Saint-Éloque, l'ex-champion de France, étant 16e position sur une grille de départ. On va poursuivre, on aura Fabien Barthez, Éric Clément, Jean-Ludovic Foubert, Wilfried Casalbon qui est le 3e de la catégorie AM. Donc effectivement, tous ces concurrents qui sont là. 34 voitures de la catégorie GT4. De nouveau, une très très belle grille, mon cher Laurent. Ouais, une très très belle grille, avec la situation sanitaire actuelle, c'était pas forcément gagné d'avance, et depuis le début de saison, le championnat de France FFSA GT répond présent avec un plateau qui est garni, un plateau de qualité. Il y a la quantité et aussi la diversité. Oui, beaucoup de diversité, effectivement, puisque l'on va retrouver pas moins de 7 marques différentes. Mercedes, Alpine et Audi sont particulièrement bien représentés, puisqu'on aura 8 Mercedes AMG, 8 Alpine A110 GT4, 7 Audi R8 LMS, et puis on aura des Ginetta, des Aston, 4 chaque fois, 2 Toyota, une BMW, 7 marques donc différentes, un bel équilibre entre les Silver, 7 équipages Silver, c'est une nouvelle catégorie cette année, 16 équipages engagés en Pro-Am et 11 équipages engagés dans la catégorie AM. Voilà pour les 34 voitures engagées ici. Et dans quelques instants, le départ de cette course de 60 minutes. Laurent, le fait d'avoir 3 courses, est-ce que ça va changer quelque chose dans l'approche des concurrents ici? Ça va changer l'approche des concurrents, surtout la course 2 de demain, puisque la course 3 sera peu de temps après. Donc il faudra surtout éviter tout problème, toute sortie de piste et tout problème mécanique d'envergure sur cette course 2, sous peine d'avoir quelques problèmes. Et comme on l'a dit, il restera 2 meetings après, donc avec Albi et les deux noms. Donc il faut absolument scorer le plus de points sur ce meeting du Paul Ricard. Le départ dans quelques instants avec Édouard Copé devant Sacha Bottemann. Et derrière, Ricardo Van der Ende, Christopher Campbell et puis tout le reste de ce très beau peloton de 34 GT4. On est parti pour 60 minutes de course. Les feux
feux sont allumés. On va peu à peu perdre de la lumière durant cette soirée. Évidemment, le soleil va se coucher aux alentours de 19 h. On devrait terminer pratiquement dans l'obscurité. L'excellent départ de Christopher Campbell qui essaie de faire l'extérieur et qui va peut-être s'emparer de la deuxième position. On a quelques pilotes qui, je pense, légèrement ont court-circuité on a vu Olivier le premier Jouffret, enchaînement. notamment sur la Mercedes du team Jouffry by Victim. On avait eu un excellent départ de Christopher Campbell. On a cru qu'il allait prendre la tête à un moment, mais c'est finalement Edouard Copé qui est en tête. Ricardo Van der Ende en deuxième position. On a ensuite l'Audi Full Motorsport de Sacha Botman et un accrochage avec la 222 du Mirage Racing. C'est la voiture de Rodolphe Walgren. Attention, Rodolphe Walgren et Vincent Beltoise qui partiront en pole position pour la course 2 et qui se sont fait accrocher. Eux qui sont parmi les candidats au titre dans la catégorie Pro-Am puisqu'ils sont deuxième du championnat. Très mauvaise opération pour Rodolphe Walgren. On va revoir ce qu'il s'est passé. Il y a la Mercedes Jouffry qui se fait pousser par une Aston Martin AGS Evans et après il y a un contact avec l'Alpine du team Mirage. Oui, bien vu Laurent, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Nicolas Gomard qui touche un peu la Mercedes d'Olivier Jouffret qui vient lui-même toucher l'Alpine du Mirage Racing. Sachant que la Mercedes d'Olivier Jouffret avait souffert d'une sortie de piste dans la première séance qualificative puisque cette voiture n'a pas pris part à la Q2. Donc c'est un retour en plus dans le championnat pour le team Jouffry by Victim qui passe en plus de Porsche à Mercedes. Ouais, et qui malheureusement a été victime d'un accident, victime de 2 accidents, un en essai libre dans un premier temps et puis il y avait eu un accrochage lors de la première séance qualificative, ce qui veut dire qu'Olivier Jouffret a signé le 6e temps pour cette course 1. Malheureusement il n'y a pas eu de chrono pour la course 2 et donc on va partir très loin également pour la course 3 puisque pour la 3e course c'est la moyenne des chronos dans les 2 séances qualificatives qui sera prise en compte, donc moyenne entre les chronos du pilote 1 et du pilote 2. On salue les commissaires et on les remercie une fois encore qui sont là et qui sont venus directement déblayer la piste de quelques débris. Pendant ce temps là c'est Ricardo Van der Ende qui a pris la tête. Il a profité de la puissance de la BMW dans la ligne droite du Mistral pour prendre le meilleur sur Edouard Copé. On retrouve ensuite derrière Sacha Botman à la 3e position. Alain Ferté, très bon départ d'Alain Ferté puisqu'il est passé au 4e rang alors qu'il était 8e sur la grille départ. Et Christopher Campbell 5e. Ouais, on a une pénalité pour Gilles Van Ley sur l'Aston Martin du team AGS Evans pour avoir dépassé en dehors de la piste. Ah là, la décision est tombée très vite. C'est vite. Et j'imagine que c'est au moment du départ. Ouais. Laurent, on a vu cet incident au moment du départ. Là, on a Nicolas Gomard qui est derrière Paul Petit. Et là, par contre, c'est... Oui, et en fait, Gilles Van Ley, je corrige ce que je vous disais, ce n'était donc pas Nicolas Gomard, mais je pense que c'est Gilles Van Ley qui a touché alors la Mercedes d'Olivier Jouffret. C'était probablement Gilles Van Ley. On avait effectivement les 2 Aston AGS Evans qui partaient l'une derrière l'autre. 7e place pour Gilles Van Ley, la 9e pour Nicolas Gomard, 2 pilotes qui ont en commun d'avoir été tous les 2 champions de France. Gilles Van Ley avait été champion de France Pro-Am en 2017, la première année du GT4, et Nicolas Gomard est le tenant du titre dans la catégorie GT4 AM. L'équipe AGS Evans et Nicolas Gomard et Julien Lambert, champion l'an dernier. On va revoir le départ de cette épreuve et regardez, en fait voilà, Gilles Van Ley, il est en dehors des limites de la piste là-bas, il est bien au-delà, on vient de le voir à droite sur l'image, bien au-delà de la ligne bleue, et je pense que c'est ce que l'on a reproché à Gilles Van Ley et qui va expliquer cette pénalité, ce drive-through, donc passage par la voie des stands où forcément la vitesse est limitée à 50 km/h, donc il va perdre pas mal de temps. Et attention parce qu'on va avoir aussi les limites de la piste qui vont revenir de manière assez générale. Et on écoute Guenel. Oui. Juste un petit mot pour vous dire que l'Alpine numéro 222 est rentrée à son stand, Rodolphe Walgren, qui vient de descendre de l'Alpine. Ouais, ce qui veut dire qu'il y a des dégâts alors si on vous suit bien, Guenel. Oui, je vous confirme. Pas visible en revanche, pas visible physiquement, mais effectivement on est intervenu sur l'arrière droit de la voiture. Ouais. Et pour le moment, la voiture ne bouge plus, le pilote est sorti.
Ouais, elle est deuxième, l'équipage qui est deuxième pour l'instant dans le championnat Pro-Am avec 31 points de retard sur Fabien Michal et Grégory Guilbert. Et là où on misait plutôt la régularité du côté du Mirage Racing, et bien malheureusement dans ce cas-ci on ne va pas marquer de points. Ils avaient déjà été contraints à l'abandon, si je me souviens bien, lors de la première course de Manicourt, Laurent. Donc ce sera un deuxième 0 point marqué pour cet équipage. L'optique du championnat, c'est pas bon. Ouais, c'est clairement pas bon. Là, Et on Thomas, a l'image. Thomas, Oui, Laurent, Guénel. juste pour vous dire, parce que je suis dans la voie descente et que je viens de voir passer une Ginetta a priori de loin, qui avait l'air d'avoir l'arrière crevé, ou au moins côté droit crevé. Oui, une autre Ginetta, la 72 de Sylvain Caroffet, Erwan Bastard, les candidats au titre dans la catégorie AM, qui est à l'arrêt également. Ah, pour les 4 Ginetta, il y en a 2 pour qui ça ne va pas bien. Et on a la 9 qui est en tête à queue. Et bien décidément, c'est la minute anti-Ginetta là pour l'instant, avec Dimitri Gvasava. Dimitri Gvasava, ouais, c'est pas là. C'est pas le moment pour les Ginetta. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout seul, Dimitri Gvasava, il a perdu l'arrière, tout simplement, sans autre explication nécessaire. Et on a eu une Ginetta, la 72, qui est tombée. Et dès lors, Guénaël, si vous aviez une Ginetta de votre côté également, eh bien c'était soit la 23 de l'équipe ABM Grand Prix, soit la 33 de l'équipe Arcadia Racing. A priori. Et pendant ce temps-là, Sacha Bottemann, lui, est parti à l'assaut d'Edouard Coopé pour aller chercher cette deuxième position. J'allais dire le leadership, mais non, parce que le leadership, c'est pour la BMW de Ricardo van der Ende, l'ex-champion d'Europe GT4, qui rêve désormais d'accrocher un titre de champion de France FFSA GT à son palmarès. Le néerlandais, protégé d'André Grammatico au sein de cette équipe d'Espace Bienvenue. Et André Grammatico qui n'a pas hésité, mon cher Laurent, au sacrilège, à aller chercher des forces en dehors des frontières de l'Hexagone, puisqu'il a pris un néerlandais et un belge. Ça lui a plutôt bien réussi depuis le début de saison. Ah, c'est le moins que l'on puisse dire. 2 victoires au classement général, 4 succès dans la Silver Cup, le tour en 5 courses. Difficile de faire mieux. Sacha Bottemann attaque et double ici Edouard Coopé pour s'emparer de la deuxième position. Edouard Coopé qui n'a pas voulu résister à tout prix, et je pense que c'est plutôt sage de sa part. Par contre, on avait avec Guénaël Longier à l'interview Edouard Coopé qui disait on doit absolument être devant cette fameuse BMW. Ben là pour l'instant la BMW elle est en train de creuser l'écart avec, on le sait Laurent, ça a été l'un des éléments clés depuis. On a Paul Petit qui remonte très très bien également. Paul qui passe 6e là. Et on le disait, ça a été l'un des éléments clés depuis le début de cette année, Laurent, c'était la gestion des pneus dans le clan BMW. À Nogaro comme à Manicourt, c'était pas la voiture la plus rapide sur la durée d'un relais. Par contre, Ricardo van der Ende et Benjamin Lessen, une chose est sûre, ces deux-là ils savent réfléchir. Ouais, ils ont compris aussi que parfois il vaut mieux ne pas attaquer et garder les pneus pour la fin, et on l'a vu à Manicourt. Ouais, c'est ce qui a été un petit peu déterminant. Et on sait que les deux connaissent bien la musique. Donc au niveau des pneumatiques, on a parfaitement géré le coup au niveau de l'espace bienvenu. Alors que du côté de la classe AM, pour le moment, le leadership est assez facile pour Pascal Hutto, donc sur la Audi numéro 5 de Full Motorsport, qui est 12e au général. Et où est Didier Dumaine? Eh bien, il est derrière Wilfried Casalbon, donc il est en 3e position. Alors que ça remonte, comme vous l'avez dit, du côté de Paul Petit qui est 6e, cette voiture qui partira depuis la pole position de la course 3. Alors, vous parliez du leader de la catégorie, mais bien on l'a à l'image ici, c'est la deuxième ou la première, si on prend dans l'ordre chronologique, c'est la première qui était engagée, en tout cas des deux Audi R8 LMS de l'équipe Full Motorsport, Team Full Motorsport, et avec un Pascal Hutto qui avait été vice-champion de France. Ah, Mollon Dominique qui s'accroche ici. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Pascal Hutto, qui vient s'accrocher avec Jean-Ludovic Foubert. Il a voulu lui faire l'intérieur dans le double droite du Bosset, et Pascal Hutto il est allé tout seul se mettre dans un trou de souris avec Jean-Ludovic Foubert qui suit la trajectoire, et en fait les deux qui se touchent très très légèrement, et Jean-Ludovic Foubert il a tout simplement pas vu Pascal Hutto à l'intérieur. Il ne l'attend pas à cet endroit, il est en train de prendre sa trajectoire normale, une trajectoire relativement large, et il revient sur la ligne, touchette côte à côte entre les deux là. Je ne pense pas, Laurent, qu'il y ait un vrai coupable dans l'histoire, mais les deux pilotes vont se retrouver là maintenant et vont plonger dans le classement. On venait de vous parler de Pascal Hutto, Laurent. Et là, on a l'image également c'est Nicolas Gomard qui est sur la 89, et juste derrière lui Fabien Michal sur l'Audi qui est en tête de la catégorie Pro-Am.
Et on a eu l'incident entre les voitures 3 et 5 au niveau du virage 11, c'est-à-dire le double droite du Bosset, est placé sous enquête. Évidemment, c'est la touchette entre Pascal Hutto et Jean-Ludovic Foubert. C'est difficile. Dans un premier temps, Laurent, j'avais l'impression que c'était Pascal Hutto qui plongeait un peu de loin. Et puis en fait, il est à côté. Et c'est Jean-Ludovic Foubert qui ne l'a pas vu et qui se rabat tout simplement sur lui. Il n'y avait, ça c'est une certitude. Et aucune intention. Aucune intention ni d'un côté, je pense ni que de c'est l'autre. plus le fait de ne pas l'avoir vu. Il s'est rabattu. Les deux, on peut repartir. Mais Pascal Hutto est évidemment descendu 25e dans la classe A. Mais Jean-Ludovic Foubert, lui, est plus loin. Il est 32e. Derrière, une autre voiture de CD Sport, celle de Jihad Abou Jaoudé, donc qui est le seul pilote sur ce meeting qui roule tout seul, puisque Sahane Sarkissian est indisponible pour le meeting du Paul Ricard. Donc on roule en solo sur cette Mercedes numéro 4 qui évidemment roule dans la classe AM. Et on n'a toujours pas vu rentrer Gilles Vanley, je pense, dans... Et La Thomas, voie des donc le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est Wilfried Casalbon qui récupère la tête donc en AM devant Didier Dumaine. Et regardez la décision qui tombe directement du côté de la direction de course. Pas d'action pour l'accrochage entre les voitures 3 et 5 de Pascal Hutto et de Jean-Ludovic Foubert. Incident de course, nous sommes d'accord, je pense, Laurent, tous avec cette décision où les deux pilotes se sont auto-pénalisés quelque part. Malheureusement, mais vraiment, hein, je pense que ni d'un côté ni de l'autre, il y avait de la volonté. Voilà le retour, on le voit dans l'image à l'instant de Gilles Vanley qui va venir purger sa pénalité. On revoit l'image entre Jean-Ludovic Foubert et Pascal Hutto, un beau petit balai. Bien involontaire d'ailleurs. C'est joli, mais... peut mettre une bonne note, mais par contre ça fait des places de perdu surtout pour Pascal Hutto qui joue le leadership dans la classe AM. C'est aussi dommage évidemment pour Jean-Ludovic Foubert. Si vous dansez comme ça dans Danse avec les stars, Laurent Mercier, je vous promets, je vous mets une belle note aussi. Ça dépend avec qui je danse. Ah mais ça doit être Guenel Longy évidemment. Qui d'autre? On va lui proposer. Qui d'autre? Gilles Vanley qui s'il nous a entendu, on va encore se faire taper sur les doigts. Et alors on a Olivier Jouffret qui est en lutte avec Benjamin Lariche. Oui, c'est Benjamin Lariche qui a tiré un peu tout droit là et qui va perdre 2 positions d'ailleurs. Olivier Jouffret qui est passé devant Benjamin Lariche, il est 13e. Et on a vu Fabien Marthez aussi, je pense, le champion de France 2013 qui a pu en profiter. Et Thomas Paul Petit remonte sur Christopher Campbell. Hein. On voit l'image, hein, au milieu d'image là, avec la Mercedes qui est un appel de feu sur l'Alpine du team CMR. Paul Petit qui est revenu à sa position des essais en fait, 7e. Rappelons qu'il avait écopé d'une pénalité de 5 places sur la grille de départ. Suite à Manicourt, hein, puisque les pilotes ont des points, on va dire, de bonne conduite et on a perdu quelques points du côté de cette Mercedes numéro 88. On a donc reculé de 5 places sur la grille. Et donc on est obligé de remonter du côté de Paul Petit pour laisser le volant dans la meilleure position possible à Thomas Drouet. Donc un équipage à surveiller, hein, de toute façon, dans les équipages qui roulent en Silver Cup. Oui, clairement, hein. Un équipage qui, pour l'instant, est en 5e position. Timing qui nous indique que Gilles Vanley est en tête. Ah oui. Non, à mon avis, par contre, il a bien purgé son drive-through, hein, Gilles Vanley. Voilà, bientôt le premier quart d'heure de course. Le premier quart emmené par Ricardo Van der Ren qui est en tête depuis le premier passage en ligne droite du Mistral. Ricardo Van der Ren qui est maintenant 2 secondes 8 d'avance sur Sacha Bottemann. Edouard Copé est à 3 secondes 2. C'est 3 pilotes de la catégorie Silver Cup, hein, donc ce sont les pilotes classés Silver par les FIA. Nouvelle catégorie dans le cadre du championnat de France FFS AGT où auparavant on avait simplement du Pro-Am et du AM. Une nouvelle catégorie avec des pilotes Silver qui sont des semi-pros, on peut les présenter comme ça, ou des jeunes pilotes qui Exactement, montent. et c'est aussi pour ça qu'ils devront s'arrêter 3 secondes de plus dans la voie des stands lorsqu'on changera de pilote. Pour essayer d'équilibrer un petit peu. On va revoir au ralenti, donc on nous dit Saint-Éloi. Oh, c'est Olivier Estève. Avec Dmitri Gvasava.
Décidément, notre ami russe Dimitri Gvasava qui fait parler de lui en ce début de course. Et pendant ce temps-là, Edouard Copé fait parler de lui également. Après avoir signé la pole, il reprend à l'instant la deuxième position. Freinage très très limite au niveau de la chicane, mais c'est bien joué. Pardon? Je dis ça bouge beaucoup Oui, au ça niveau du bouge freinage. beaucoup. Le GT4. Freinage hyper tardif. On a vu Sacha Bottemann qui coupait un peu à la sortie de la chicane, mais qui n'en a pas tiré un avantage. Et regardez qui revient. Regardez qui est en train de revenir sur ces deux-là. C'est Alain Ferté, le leader de la catégorie Pro-Am. Alain Ferté qui revient et qui a Christopher Campbell dans son sillage. Et nous allons dans quelques instants retrouver dans la voie des stands notre Guénel Longy, notre pit reportrice. Guénel, vous avez retrouvé un revenant, paraît-il. Un revenant, effectivement. Eric Trémoulet qui partage le volant avec Eric Jouffret. Olivier, pardon. Au moment de le dire, j'ai eu un doute. Welcome back en championnat de France FFS AGT avec une nouvelle auto. Parlez-nous un petit peu justement de ce retour et de cette nouvelle voiture. Mais en retour, effectivement, il était temps. On n'a pas pu faire les 2 premiers meetings du championnat parce que professionnellement, Olivier ne pouvait pas se libérer. Donc on est très heureux d'être là. Une nouvelle auto. Étant donné qu'on ne pouvait pas faire le championnat, on considère cette course comme un essai pour l'année prochaine et essayer de revenir à plein temps l'année prochaine. Pour le moment, ça se passe bien. En termes de perfo, on est bien. On n'a pas eu de chance. On a tapé au essai libre. Olivier s'est fait taper en qualif. Ça fait qu'il a pu faire un tour. On part 6, il se refait taper dans le premier tour et demain on part dernier. Donc on va essayer d'assurer le spectacle, mais en termes de perfo on est plutôt confiant et pour l'instant il est 600 Pro, on est en train de remonter, donc c'est de bon augure. Eric roulait avec cette Porsche Cayman que vous avez donc remplacée par la Mercedes. Parlez-nous un petit peu des différences finalement entre ces deux autos. Parlez-nous un peu des différences entre la Porsche et la Mercedes. En termes de pilotage, de setup, c'est deux autos complètement différentes. On sent que la Mercedes a beaucoup plus de potentiel. On était satisfait des 2 premières années avec la Porsche. Malheureusement, le nouveau modèle de l'an passé, la voiture n'était pas au niveau. D'ailleurs, il n'y a plus de Porsche cette année, donc c'est que voilà. Le choix de la Mercedes, c'était une question d'opportunité. On a trouvé une voiture d'occasion, donc on est parti sur ça. C'est une voiture qui nous plaisait déjà et qui semblait être régulière sur tous les circuits. Donc on a opté pour ce choix-là. Visiblement, ça a l'air d'être le bon choix quand on regarde les résultats des voitures sur le début de saison et quand on voit ce qu'on arrive à faire jusqu'à maintenant, quoi. Donc on est satisfait. Eh ben, on vous souhaite le meilleur avec cette nouvelle auto. Merci Eric. Merci Guénel, merci à Eric Trémoulet, ancien champion et double champion d'ailleurs de la Renault Clio Cup France et qui, l'ami Eric, depuis 2017 est l'un des fidèles avec Olivier Jouffret de ce championnat de France FFS AGT version GT4. On l'a dit, 3 années en Porsche, 1 année en Mercedes et la preuve aussi, un peu comme on le disait Laurent Mercier avec l'équipe Full Motorsport il y a quelques instants, la preuve aussi que de plus petites équipes quelque part parviennent à tirer le épingle du jeu, que ce soit avec des autres Audi que celle de Saint-Éloque ou des autres Mercedes. On a un contact avec Jean-Luc Boblic sur la numéro 87, la Mercedes du team AKSP, je pense avec Andrea Benezet. Oui, qui était juste derrière lui. Ils étaient 20e et 21e. On va revoir au niveau de la chicane. Le freinage ici du jeune Andrea Benezet qui arrive un peu juste et qui vient toucher Jean-Luc Boblic en voyant la Mercedes de l'équipe AKSP en tête à queue. On le disait justement, il n'y a pas que des Mercedes AKSP dans le championnat, on le voit aussi avec CD Sport. Ça fait du bien aussi de voir différentes équipes représenter des marques différentes. On est vraiment dans ce qui, Laurent, je pense, est important pour un championnat comme celui-ci, c'est-à-dire avoir une variété au niveau des équipes présentes aussi. Ouais, et puis c'est l'essence même aussi d'avoir des plus petites équipes. On a beaucoup d'équipes aussi, enfin pas mal d'équipes qui viennent de la midget, c'est le cas notamment d'AGS Events, donc qui vient des formules, une formule monotype et qui s'est essayé avec des Porsche avec succès en championnat de France FFS AGT, qui maintenant représente Aston Martin et plutôt avec brio, aussi bien en championnat de France qu'en championnat d'Europe. Et c'est plutôt bien. Oh bah justement, tiens, quand on parle d'AGS Events, on a les deux Aston qui s'accrochent. Donc la numéro 10, c'est celle de Joseph Collado, c'est la 4e voiture qui est en renfort sur ce meeting du Paul Ricard. Qui était présente à Manicourt mais avec un autre équipage. On avait retrouvé Julien Lambert qui était à Manicourt avec Romano Ricci. Voilà, merci Laurent. Donc un tout nouvel équipage sur cette numéro 10 engagé dans la catégorie AM où l'équipe AGS Events engage une autre voiture AM pour Didier Dumaine et Christophe Carrière qui sont deuxième actuellement. Et Paul Petit a gagné une place puisqu'il a passé l'Alpine du team, on le voit à l'image d'ailleurs, l'Alpine du team CMR de Christopher Campbell, donc Paul Petit sur la Mercedes numéro 88 du team AKSP et maintenant 5e alors qu'on est rentré. Et c'est la numéro 10, c'est celle dont vous nous parliez il y a quelques instants, celle de Joseph Collado. Qui est aussi l'un des piliers d'AGS Events
en midget. Rien à voir avec James Calado. Hein. Non, ni Stéphane Collaro. Ah d'accord. Non, je vous la fais avant que vous la fassiez. Non mais je l'ai pas osé. Non mais évidemment quand on connaît un peu le monde de l'endurance, James Calado c'est un nom qui parle. Joseph Collado est un pilote amateur de l'équipe AGS Events. On a des soucis manifestement pour cet Aston numéro 10 arrêté. On enchaîne aussi les meetings du côté de chez AGS Events puisque la semaine passée on était à Zandvoort en GT4 European Series. Oui, où d'ailleurs Valentin Sclot et Théo Nouès sont en tête du championnat Silver et où Nicolas Gomard, associé à Gilles Vanley, eux sont en tête du championnat AM. Donc les deux Aston AGS Events qui brillent dans la compétition européenne de GT4, qui ont remporté, AGS Events qui a remporté une première victoire à Nogaro avec Nicolas Gomard et Mike Parisi. Mais pour le moment, ce qu'il manque, Laurent, et je sais que ça va vous faire sourire, mais ce qui manque à l'équipe AGS Events pour le moment, c'est de la régularité. J'avais bien compris. Vous aviez compris, voilà. Thomas, Guénel, oui. j'en profite juste pour vous montrer une petite image. Si la réalisation peut vous montrer, vous parliez de Valentin Asclot il y a quelques instants. Regardez, il est là, il est très concentré sur sa mission puisqu'il est en contact avec les pilotes et il est en train de faire partager toute son expérience à l'équipe AGS Events ce week-end. Oui, merci. Effectivement, et bien vu, c'est Akhil Rabindra, ouais, tout à fait. un pilote indien. Akhil qui est soutenu Rabindra. en plus par Aston Martin, qui fait partie du programme de détection John Pilot chez Aston Martin Racing, et à Valentin Sclot qui prend à cœur son rôle aussi, qui est un petit peu partout. Et je pense qu'à l'avenir, dans les années futures, on entendra parler de Valentin Sclot. Ex-espoir de la Porsche Carrera Cup France et qui aujourd'hui évolue en GT3 et en GT4 avec des Aston, GT4 au niveau européen, GT3 avec bien sûr le GT World Challenge. En attendant, voilà, on a vu effectivement Akhil Rabindra qui est l'équipier de Gilles Vanley. Akhil qui est cet Indien de 24 ans qui est l'un des pilotes, vous l'avez dit Laurent, de l'Aston Martin Young Driver Academy. Là on a de la bagarre. Chaud là, du côté de chez Saint-Éloc, sur la numéro 42 de Fabien Michal, double champion de France en titre. Alors qu'on a une drive-through penalty pour la numéro 60 pour avoir causé une collision. Donc ça c'est la voiture de Bénézet par rapport à la Mercedes de Jean-Luc Boblic tout à l'heure. Effectivement. Et on va directement retrouver dans la voie des stands le leader du championnat de la catégorie Pro-Am, l'un des deux leaders. Il est aussi le double champion de titre. Il est au micro de Guénel Longy, vous avez reconnu, Grégory Guilbert. Et oui, lui-même, Grégory Guilbert. Alors c'était un petit peu compliqué en qualification, un peu plus loin que finalement ce qu'on a l'habitude de vous voir, Greg, pour votre coéquipier Fabien Michal. Un petit mot peut-être sur les circonstances de cette course, parce que finalement elles sont en train de tourner en votre faveur avec des petits problèmes pour vos adversaires au championnat. Ouais, bon, difficile, oui et non. Fabien, il a fait quand même le taf. Toujours première Audi, P12, c'est sûr, sur la grille. Départ très précautionneux. On a vu un Gilles un peu gourmand sur la gauche. Et je pense, du coup, mon Fabien, il était un peu sur la réserve. Il est passé à travers les gouttes. Félicitations à lui. Là, il s'agace un peu derrière Nicolas Gomard. On lui dit de rester cool. Même s'il a fait des gestes un peu antisportifs, il reste assez performant et devant lui. Donc voilà, nous maintenant on est target 3e titre. Le titre est encore très loin de nous. Donc voilà, c'est scorer et marquer des points. Et merci beaucoup à vous, Greg, parce que vous étiez en train de vous casser quand je suis venu vous chercher. C'est super gentil, merci. Voilà, et effectivement, on va voir Grégory enfiler la cagoule, le casque et puis venir relayer Fabien Michal qui pour l'instant reste très très calme derrière Nicolas Gomard. Alors on parlait de régularité avec l'équipe AGS Events juste avant de retrouver Guénel et Grégory Guilbert dans la voie des stands. Laurent, clairement cette régularité c'est celle qui fait merveille pour l'instant pour Fabien Michal et Grégory Guilbert depuis 2 saisons et demie maintenant. Oui, et en plus l'équipage se connaît bien, l'équipe Saint-Éloc Racing connaît parfaitement l'Audi, on sait que c'est une équipe aussi, c'est l'une des meilleures équipes en Europe en GT3, donc ça se passe aussi très bien en GT4 et la régularité exactement, c'est ce qui a payé les 2 dernières saisons. Ah ils n'ont pas terminé plus loin que la 4e place en Pro-Am depuis le début de l'année, 2 fois 4e, 2 fois les points de la victoire et une 2e position. Et là, pendant ce temps-là, on a vu Nicolas Gomard qui passe que sur l'Alpine. Oui, il a un problème technique avec Christopher Campbell. Parce qu'il était 6e. Qui a totalement court-circuité la chicane, mais parce qu'il y a un souci. Il le ralentit un petit peu là. Crevaison, je pense. J'ai l'impression qu'il y a une crevaison à l'arrière. Avec une voiture, on va attendre pour en avoir éventuellement la confirmation. Est-ce qu'on est déjà dans la fenêtre? Est-ce qu'on est déjà dans la fenêtre? Donc moi j'aurais dit à l'arrière gauche, mais
C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr, Laurent, vous avez raison. Donc ça, c'est moins bien parce qu'en crevaison, il suffit de changer la roue. Là, on a un problème, j'ai l'impression peut-être plus au niveau de la suspension. Alors, surprenant, là, c'est Robert Consani, vous avez l'image, qui va relayer Benjamin Lariche. On n'a pas encore eu l'occasion d'en parler depuis le début de ce reportage. On a changé de voiture dans le clan Speedcar. On a roulé le jeudi ici avec la Ginetta, puisque depuis le début de saison, le team Speedcar avec Benjamin Lariche et Robert Consani roule en Ginetta. Et on a vu une Alpine aussi qui était on va dire en stock, puisque l'année passée cet équipage roulait sur une Alpine. Et on a emmené l'Alpine ici et on a décidé du coup de faire le meeting avec l'Alpine et non pas avec la Ginetta. Mais vous savez quoi, on va lancer une mission à Guénel Longy. On va lui demander de savoir pourquoi finalement ils sont revenus à cette Alpine avec laquelle ils avaient roulé l'an dernier. Nous sommes à peu près sûrs que cette mission sera trop facile pour Guénel, qui est déjà à l'affût sans aucun doute. En attendant le retour de Christopher Campbell, alors on est dans le cadre de la fenêtre. Ça, c'est quelque part, c'est le coup de chance dans la malchance pour Christopher Campbell. La question étant de savoir si on va pouvoir réparer dans le clan Semer. Et regardez le visage de Charlie Bourracho que l'on vient d'apercevoir, qui faisait non de la tête. Il y a, je pense, un problème au niveau du train roulant à l'arrière gauche sur cette Alpine A110. On voit les mécanos d'ailleurs qui sont en train de regarder ce qu'il se passe. Cette Alpine A110 GT4 qui est toujours très performante, mais qui parfois encore, et on va pousser la voiture, Nicolas Prost qui est là, que l'on aperçoit avec le casque bleu et le drapeau français en une forme de crinière. Nicolas Prost, malheureusement, je le crains, ne prendra pas le volant de cette Alpine numéro 36 ici. Et Gilles Van Ley va devoir passer par les stands une deuxième fois parce qu'il vient d'écoper d'une autre pénalité. Oh non. Et c'est pour avoir causé une collision justement avec l'Aston Martin numéro 10. Numéro 10 ou c'est celle du départ et d'avoir provoqué la touchette de l'Alpine? Vous avez vu une collision avec la numéro 10? Non, parce qu'il y a eu un contact avec l'Aston au premier tour, si vous vous souvenez. Gilles Van Ley qui avait touché l'Aston, qui avait touché la Mercedes d'Olivier Jouffret, qui avait lui-même touché l'Alpine. Est-ce que ce serait cela? Et il y avait eu aussi un autre contact, peut-être, Laurent. Parce qu'effectivement, vous avez raison, sur nos écrans, on voit ici le contact entre les voitures. Il semble que c'est celle de Joseph Collado. Il était chaud, Gilles Van Ley. Grégory Guilbert nous disait que Gilles Van Ley était chaud au moment du départ et avait impressionné Fabien Michal. Il a écopé d'une pénalité. Il y a eu ce petit contact, si je ne me trompe pas, c'est bien Gilles qui avait touché la Mercedes d'Olivier Jouffret. Et puis apparemment, il y a eu aussi un contact avec Joseph Collado. Qui a dû abandonner d'ailleurs, Joseph Collado, parce que la voiture a été rentrée dans le box. C'est son équipier alors. Donc ils sont accrochés entre équipiers. Entre équipiers chez AGA Siemens. Oh, Nicolas Gomard, le patron pilote de l'équipe, va devoir taper du poing sur la table. Pendant ce temps-là, voici à l'image le leader du championnat Pro-Am et double champion en titre, on l'a dit, Fabien Michal, qui va être relié par Grégory Guilbert, que nous avions il y a quelques instants au micro de Guénel Longy. Voilà, Fabien Michal qui s'extrait de la voiture. On a un temps d'arrêt minimum, Laurent, on le rappelle, pour ici dans 89 secondes pour le temps d'arrêt minimum, et les équipages Silver, eux, doivent rajouter 3 secondes. On a 7 équipages de mémoire qui sont en Silver et donc qui devront s'arrêter 3 secondes de plus. Oui, 89 secondes, c'est un peu plus que sur pas mal d'autres du circuit. On a une voie des stands aussi qui est quand même très longue. On a 541 mètres entre le pit-in et le pit-out. Donc c'est un petit peu long. Oh, quelle précision, Laurent, on ne battrait toujours. 541 mètres. Vous avez mesuré vous-même ou quoi? J'ai pris un décamètre. En attendant, on a les deux voitures de l'équipe Saint-Éloque, la 42. On va attendre donc 89 secondes, on le rappelle, Laurent, c'est entre l'entrée et la sortie, la boucle de chronométrage à l'entrée et à la sortie. C'est la responsabilité des équipes de gérer ce temps minimum à passer dans la voie de laisser partir la voiture quand il faut, pour éviter de prendre une pénalité qui serait plutôt mal vue sur une course d'1 heure. Ce qui arrive, ceci dit. Et Thomas, Laurent, juste un petit mot pour vous dire qu'on s'est fait une petite frayeur chez Saint-Éloque parce qu'Éric Devar est sorti un petit peu vite de la voiture. La voiture a continué à rouler, elle a failli percuter l'arrière de Grégory Guilbert qui allait partir juste devant lui. Aïe, aïe, aïe. Bon, heureusement, pas de mal. Par contre, Guénel,
C'est le genre d'incident qui n'est pas toujours très apprécié par les arbitres en quelque sorte, la direction de course ou les commissaires sportifs. Donc j'imagine qu'on va surveiller cela. Ce serait dommage évidemment d'écoper d'une pénalité dans la voie des stands, mais le règlement dans la voie des stands est le même. On se souvient au GT World Challenge, si vous étiez avec nous la semaine dernière pour suivre le meeting de Zandvoort, on se souvient que l'une des Audi WRT avait été pénalisée pour avoir remis le moteur en route rien trop tôt. Donc effectivement, attention à cela. Retour de la numéro 6 de Sacha Bottemann dans la voie des stands. On a vu aussi une Alpine passer avec un seul feu qui fonctionne à l'avant, et sachant que la visibilité va commence à diminuer. Laurent, on a eu Ricardo Van Der Ende de Wettil. On a eu, je pense, un souci pour la numéro 17 de Ricardo Van Der Ende. Est-ce qu'il est passé troisième? Oui, qui serait toujours devant Édouard Copé. Mais... Ah non, je sais Laurent. Parce que ceux qui rentrent dans la voie des stands, le chemin est plus court par le dernier virage. Et donc Sacha Bottemann et Paul Petit, au niveau du chrono, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure avec Gilles Vanley, qui était en tête. Oui, voilà pourquoi Gilles Vanley est en tête du coup, effectivement, parce que la nouvelle voie des stands depuis 2018, là, si je ne m'abuse, et depuis le retour du Grand Prix de France de Formule 1, effectivement a été adapté, et le chemin d'entrée dans la voie des stands est plus court que la piste elle-même. C'est la particularité, on n'a pas encore l'habitude. Il y a un moment, on n'a pas encore l'habitude. Je me suis quand même dit, on a raté un gros truc, mais non. Voilà. Tout va bien pour Ricardo Van Der Ende. Oui, bonne nouvelle pour Ricardo Van Der Ende. L'arrêt de Nicolas Gomard, c'est Mike Parisi qui vient de prendre le relais il y a quelques instants, et on nous confirme l'image que l'on avait vue il y a quelques instants, l'abandon de la numéro 36 de Christopher Campbell et de Nicolas Prost. Abandon confirmé, on s'en doutait un peu. Le voilà, Ricardo Van Der Ende, qui en réalité est le leader pour l'instant de cette épreuve. Sacha Bottemann est rentré, c'est Lonnie Martins qui va le relayer. Paul Petit est rentré, c'est Thomas Drouet qui va prendre le relais, qui a déjà pris d'ailleurs le relais. Ricardo Van Der Ende, lui, va être remplacé par Benjamin Le Sen. Il devrait à mon avis rentrer maintenant, Ricardo Van Der Ende, parce que sinon on va commencer à flirter un peu avec les limites du temps minimum. Est-ce que ça rentre pour Ricardo Van Der Ende? Non, on repart pour un tour supplémentaire, donc on va pousser le relais du pilote néerlandais au maximum. Ça va être le cas également d'ailleurs pour Édouard Copé. On va essayer de faire l'undercut peut-être. Ça va jouer. Oui, c'est bon. Il reste 2 minutes 25 et ils font le tour en 2 minutes 15. Donc, sauf catastrophe, sauf erreur sur la piste, il devrait être rentré avant la fin de la fenêtre et la fermeture de la fenêtre de pit stop. Par contre, on rentre du côté de Saint-Éloque aussi pour la voiture qui est engagée dans la catégorie AM, la numéro 44 de Jean-Paul Buffin et de Michael Blanchemin. Et c'est Michael Blanchemin, vainqueur d'une course à Pau l'an dernier, qui prend le relais. Lui qui avait gagné en compagnie de Steven Palette, l'une des deux courses. C'était la course nocturne en l'occurrence du Grand Prix de Pau. C'était chez IMSA Performance. Avec une Audi aussi, mais une Audi IMSA. Exactement. Blanchemin qui m'a expliqué que vous avez fait un choix de pneumatique audacieux, Laurent, rappelez-nous, parce que l'anecdote était savoureuse. Oui, c'était juste que les conditions météorologiques étaient très incertaines, on va dire, et Michael Blanchemin a appelé la terrasse d'un restaurant pour savoir, à Bayonne de mémoire, savoir si c'était ouvert ou pas, et le propriétaire du restaurant lui a dit non, c'est fermé parce qu'on a de la pluie et tout, et bizarrement ils sont partis, ils ont fait le choix, ils ont opté pour le choix des pneus pluie, et ça leur a plutôt bien réussi puisqu'il a plu. Et la plupart des autres voitures étaient parties en slick, et c'est comme ça que du coup cette Audi du team IMSA avait remporté la victoire. C'est quand même l'une des plus belles histoires que je connaisse en termes de choix stratégiques. Donc si vous hésitez à savoir s'il va pleuvoir ou pas, vous appelez un restaurant du coin. Non, vous appelez Mickaël qui appellera pour vous le restaurant. Oui, on peut faire comme ça aussi. On peut faire comme ça. Allez, on retourne vers le leader parce que maintenant il va devoir rentrer. Ils vont devoir rentrer tous les deux, Ricardo Van Der Ende et Édouard Copé, qui vont s'engouffrer. On n'a pas osé aller aussi loin dans le clan Baudemer Auto où on a fait rentrer Alain Ferté, et Grégoire de Moustier vient de prendre le relais, même si on a laissé Alain le plus longtemps possible en piste également. Et regardez Édouard Copé, vous vous souvenez en début de course, il a un peu souffert face à Ricardo Van Der Ende. Il avait même souffert, on s'en souvient, face à Sacha Bottemann. Et là, sans faire de bruit, Édouard Copé, il est revenu dans le sillage de la BMW. J'ai l'impression qu'au niveau de la dégradation des pneumatiques Pirelli, on la gère mieux pour l'instant dans le clan CD Sport que ce qu'on ne la gère du côté de la concurrence. On va voir si cela se confirme dans les 26 prochaines minutes. Mais clairement, on a vu un Édouard Copé qui, en fin de relais, en tout cas, était plus rapide, voire nettement plus rapide que Ricardo Van Der Ende. Ça pourrait être une indication de ce qui nous attend pour la deuxième partie de la course pour ce jeune pilote, 18 ans seulement, Édouard Copé, qui vient d'avoir son permis de conduire, le Toulousain
et qui ne cesse de nous épater depuis ses débuts en GT4 France l'an dernier. On l'a dit plusieurs fois, ils avaient joué la victoire. Et attention à l'arrêt de Benjamin Lariche également qui vient de rentrer dans la voie des stands. C'était limite au niveau du timing du côté de l'Alpine Speedcar de Benjamin Lariche et de Robert Consani. J'espère pour eux. Laurent, ah oui, non, on est bon. C'est bon, 25-24. Oui, pardon. 30 secondes. Ouais, je me suis trompé. Effectivement, on se qualifie. Donc on est bon du côté. Le drive-thru, juste pour petite info, le drive-thru de Gilles Van Ness sera investigué après la course. Analysé après la course. Pour être suspendu. Le contact avec Joseph Collado. Voici cette voiture rose. Et Guénaël nous signale que la 17 repart devant la 2. Benjamin Le Sen est reparti devant Fabien Lavergne. Ce qui était l'ordre dans lequel ils sont rentrés dans la voie des stands. Et comme on l'a dit, ils doivent respecter un temps minimum. Normalement, c'est assez logique. On va avoir dans quelques instants Robert Consani et l'Alpine A110 GT4 voilà, qui repartent aussi à l'instant la voiture de l'équipe Speedcar. Ils ont un retard assez conséquent quand on voit où est la BMW Laurent. Voilà la BMW avec derrière la Mercedes de Fabien Lavergne qui est dès lors en 3e position. Je pense que c'est Thomas Drouet que l'on attend désormais avec la Mercedes numéro 88 de l'équipe AKSP. Passage par la ligne droite du Mistral, longue ligne droite de 1800 mètres, mais ici elle est entrecoupée évidemment par la fameuse chicane nord. Voilà Benjamin Le Sen et Fabien Lavergne à l'image. On a ensuite l'Aston Martin Vantage de Mike Parisi qui est devant Grégory Gilbert. Ces deux pilotes qui ont en commun d'avoir tous les deux été champions de France Pro-Am 2017 pour Mike Parisi, 2018 et 2019 bien évidemment pour Grégory Gilbert. Et si on voit bien, il serait ceux-là, Laurent, 3e et 4e dans notre classement. Voilà Fabien Lavergne qui passe. Je pense que les deux voitures qui sont là sont à un tour, on va le vérifier. Ah non, pardon. Non, on a la Mercedes qui est devant. On a la Mercedes de Thomas Drouet. Donc c'est Thomas Drouet qui est actuellement en 3e position. Et là, à l'image, la Mercedes numéro 3 de l'équipe CD Sport qui, elle, est un peu plus loin du classement avec Clément Bully. Oui. Thomas, oui, Guénel. Juste un petit mot pour vous dire qu'on vient de rentrer à l'instant la Mercedes numéro 16 de Fabien Barthez et Vincent Marceroux dans son box. Ah, une mauvaise nouvelle pour l'équipe AKSP. Vincent Marceroux, qui est le neveu, qui nous vient de karting d'ailleurs, qui est le neveu de Fabien Barthez, l'ex-champion du monde et d'Europe de football et ex-champion de France de GT. On a l'image de la voiture qui découvrait le circuit Paul Ricard, Vincent Marceroux, qui nous vient du karting, un jeune pilote. Ouais, qui a tout juste 20 ans. Et qui avait notamment disputé dans le passé les compétitions internationales de karting en Yamé X30. Il nous a montré quelques belles choses. On aperçoit là Fabien Barthez à l'image. Et malheureusement pour Fabien et pour Vincent Marceroux, c'est terminé. Là à l'image, on a Robert Consani qui est en lutte avec la Toyota numéro 30 d'Aurélien Panis. Il est 8e actuellement, Robert Consani. On peut refaire le point en fait, Laurent, sur le classement puisque tout le monde a effectué son pit stop. Oui, alors Benjamin Le Sen en tête sur la BMW M4 GT4 du team L'Espace Bienvenue qui devance Fabien Lavergne de 2 secondes 1 donc sur la Mercedes du team CD Sport qu'on a vu furtivement à l'image. 3e place pour Thomas Drouet sur la Mercedes numéro 88 du team AKSP. Alors qu'en Pro-Am, pour le moment, la tête est pour l'Alpine du team Bodmer Auto de Grégoire Deboustier et Alain Ferté, qui est 4e dans la hiérarchie, et qui devance l'Aston Martin AGS Evans de Mike Parisi et l'Audi numéro 42 des doubles champions de France en titre, Grégory Gilbert et Fabien Michal. Et merci à la réalisation qui nous a permis effectivement de revoir toutes les positions. Pendant ce temps-là, Guénaël Longy, elle poursuit son chemin dans la voie des stands.
Oui, je suis en compagnie de Christopher Campbell. Malheureux dans cette course après une belle pole position dans la catégorie Pro-Am. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est un problème de roulement apparemment, qui est venu tout de suite. Donc j'ai eu panne d'ABS. Je pensais d'abord que c'était une crevaison lente. Et puis voilà, panne de roulement, donc abandon. C'est dommage parce que je commençais à gérer le rythme, garder les pneus pour Nicolas et je pense qu'on aurait fait une belle course. Ça coûte un peu cher au classement général aussi parce que vous n'étiez pas si mal placé. Oui. Bon, on perd gros aujourd'hui, donc on espère que demain se déroulera sous de meilleurs auspices. Bon, demain, c'est un meeting de course entier avec 2 courses au programme. Donc on espère pour vous que vous saurez vous refaire. Merci beaucoup, Christophe. Merci Guénel, merci à Christopher Campbell. Il est effectivement 5e du championnat Pro-Am pour l'instant avec Nicolas Prost, même s'ils vont perdre cette 5e position pour un pilote qui est revenu à la compétition l'an dernier, un pilote spécialisé dans le coaching, du pilotage notamment, spécialisé dans l'événementiel automobile et qui avait laissé sa carrière de côté pendant une bonne dizaine d'années en fait. Ouais, dans le triathlon aussi, puisqu'il fait beaucoup de sport avec de la nage en eau libre aussi. Donc un sportif... accompli. Accompli. Comme vous en fait. Je pense pas. Non. Ah non, non, je pense pas. Un sportif effectivement et qui s'est imposé l'an dernier avec une victoire à Manicourt. À 51 ans, c'est pas mal, encore gagné en championnat franco-américain, Christopher Campbell. Allez, retour sur le leader de la catégorie AM maintenant. Et il s'agit de la Toyota de César Gazo, le jeune pilote qui nous vient du karting, jeune pilote de 16 ans. César Gazo et qui, avec Wilfried Casalbon, Laurent, avait déjà gagné une course dans la catégorie AM sur le circuit de Nogaro. Il pourrait bien aller offrir un 2e succès de catégorie à cette toute nouvelle Toyota GR Supra GT4. Oui, exactement. On a fait dans la jeunesse sur cette Toyota numéro 66 avec César Gazo au volant et qui dispute sa première année en GT4. On sait que du côté de CMR, un team de Charlie Bourrachot, on fait confiance aussi à la jeunesse, on fait confiance à l'expérience sur l'autre voiture et sur celle-ci on a toujours lancé des jeunes pilotes. C'est un petit peu la patte Charlie Bourrachot un petit peu. Ouais, dans ce cas-ci, il est très très jeune, 16 ans pour César Gazo, le Nantais, qui pour la petite histoire est soutenu par Franck Lagorce notamment, qui est son parrain. Parrain sportif, dans ce cas-là, vous l'avez compris. Donc on a une pénalité de 2 secondes pour l'Audi Saint-Éloque de Simon Gachet et de Éric Debar pour un temps non respecté. Changement de pilote, une pénalité de 2 secondes. Et là, on a eu un changement de position dans la catégorie AM avec Christophe Hamon qui est passé devant Christophe Carrière. C'est la deuxième place. Pour la deuxième place dans la catégorie AM. Changement. Avantage Christophe Hamon désormais qui est déjà leader du championnat. Il reste 17 minutes dans cette course. On se souviendra qu'un des animateurs du départ et des premières minutes était Sacha Bottemann. Guénel Longy l'a retrouvé dans la voie des stands. Oui, je l'ai retrouvé, il était caché, Sacha Bottemann. Quel plaisir de vous revoir, Sacha. Alors, on disait la même chose tout à l'heure à votre coéquipier Lonnie Martins, mais vous, ça fait bien plus longtemps qu'on ne vous a pas vu. Vous n'avez pas mis longtemps à vous remettre en route au volant. Oui, effectivement, ça fait super plaisir de retrouver tous les copains du circuit, toi aussi d'ailleurs. Effectivement, ça se passe plutôt pas trop mal pour une reprise. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé, pas de séance d'essai, et puis bon, une bonne petite reprise en main, donc je suis super content. Voilà, après à voir, les qualifs se sont bien passés, le plus important c'est bien sûr la course et de finir la course, donc on verra comment ça va se passer. Voilà. Est-ce que c'est une première qui peut en appeler d'autres, Sacha? Pardon? C'est une première qui peut en appeler d'autres? Ah, je ne sais pas, on verra, on va voir ça. Bon, en tout cas, vous avez repris du plaisir au volant? Ouais, bien sûr. Super, ça me fait vraiment plaisir de retrouver tout le monde et de remettre le cul dans le baquet pour être poli. Et puis on verra s'il y a possibilité de rerouler cette année, soit dans le championnat ou dans un autre championnat. Mais en tout cas, je suis très très content. Voilà. Plaisir partagé. Merci Sacha, bonne fin de course. Merci Guénel, merci à Sacha Bottemann qui, même derrière le masque, on l'a imaginé tout sourire. Il est ravi d'être là. Ouais, mais là, je pense que c'est sûr qu'il n'a pas mis longtemps à trouver le mode d'emploi de l'Audi R8. Ça s'oublie pas. Non. Manifestement, ça s'oublie pas. C'est comme quand même resté hors de la compétition un certain temps. C'est pas forcément évident de venir dans un championnat GT4. On sait que les voitures sont quand même assez spécifiques. Il faut s'y habituer. Et Sacha Bottemann, qui avait plutôt l'habitude de rouler dans le passé sur des GT3, qui est la catégorie au-dessus.
pour avoir discuté avec pas mal de pilotes qui font leur début cette année en GT4, on sait que tout le monde vous dit oui, il faut un peu de temps, c'est une voiture bien particulière avec gérer le freinage, gérer les pneumatiques et Sacha Botman il a compris tout de suite. Oui, très très bien. Ils sont 7e pour l'instant avec Lonnie Martins. C'est vrai qu'on avait eu l'occasion d'en parler un jour aussi à Simon Gachet qui passe durant toute la saison de la GT3 à la GT4 et qui disait ces deux voitures exigent des styles de pilotage vraiment très très différents. Il faut être beaucoup plus propre avec la GT4, ne pas vouloir forcer, ne pas vouloir rentrer trop vite dans les virages, notamment parce qu'on perd vite beaucoup de temps. Il faut pouvoir rouler très calme en fait, tout en maîtrise en fait pour aller très très vite avec une GT4. Et pour un pilote comme Simon Gachet, c'est d'autant plus compliqué de faire un reset puisque la semaine passée il était en GT3, en début de semaine il était encore en GT3 à Spa-Francorchamps, là il est en GT4, il va repasser en GT3 la semaine prochaine pour repasser en GT4 la semaine suivante pour repasser en GT3 la semaine suivante. Donc avec les 24 heures de non parce qu'il ne passe pas. Donc il roule qu'en sprint sinon. Donc il y aura peut-être un week-end de libre. Ouais, sauf si d'ici là il trouve la possibilité de rouler à Spa, ce qui n'est pas impossible non plus. Benjamin Le Sen lui roulera à Spa d'ailleurs sur une BMW M6 GT3, celle de l'équipe Boutsen Junior Racing, une art car signée par l'artiste new-yorkais Peter Haley. Ça c'est pour la petite histoire. En attendant, il est en tête, Benjamin Le Sen, et il pourrait avec Ricardo Van der Ende aller chercher une 3e victoire au scratch cette année et éventuellement une 5e victoire en 6 courses dans la Silver Cup. Mais Fabien Laverne qui est juste derrière ne l'entend pas de cette oreille. Il est un peu plus rapide pour l'instant, Fabien Laverne. Il a repris 2 dixièmes lors du passage précédent. L'écart entre les deux leaders, 1 seconde 4. Thomas Drouet est à 6 secondes en 3e position. Et ça change aussi en Pro-Am. On a une belle bagarre là entre Grégoire de Moustier et Mike Parisi et Grégory Guilbert pour la tête de la classe Pro-Am. On voit que ça s'est bien bataillé. Pour le moment, celui qui a pris l'avantage, c'est Mike Parisi. Oui, exactement. Mike Parisi et Grégory Guilbert sont passés tous les deux durant ce tour, Laurent. Ils ont tous les deux pris le meilleur sur Grégoire de Moustier qui vient en 2 ou 3 virages de perdre 2 positions d'un coup. Changement donc effectivement du côté de la catégorie Pro-Am où Nicolas Gomard et Mike Parisi ont déjà remporté une victoire à Nogaro. Est-ce qu'il pourrait aller en chercher une nouvelle ici? Ça fait tout à fait partie des possibilités évidemment. Face à eux, on retrouve Fabien Michal et Grégory Guilbert qui s'étaient imposés en Pro-Am lors de la première course de Manicourt. Course qui avait été remportée au niveau du classement général par Fabien Laverne et Édouard Copé. On pourrait de nouveau avoir un succès de Fabien Laverne et Édouard Copé aujourd'hui, ça c'est une certitude. Et on va voir, il reste 13 minutes et regardez, il revient bien, Fabien Laverne, il est plus rapide que Benjamin Le Sen. 1 seconde 2 désormais d'écart. L'écart entre Fabien Laverne et Benjamin Le Sen continue de diminuer tour après tour. On l'avait dit, Laurent, déjà à la fin du premier relais, lorsqu'ils sont rentrés dans la voie des stands, on avait vu Édouard Copé revenir sur Ricardo Van der Ende et on avait supputé à ce moment-là que les pneus de la Mercedes étaient peut-être meilleurs que ceux, en tout cas en meilleur état que ceux de la BMW. Ça pourrait se confirmer dans cette fin de course. Exactement, vous avez bien supputé. Je savais que vous alliez reprendre. Et on a un 2.15.2 pour Benjamin Le Sen dans son dernier tour contre un 2.15.0 pour Fabien Laverne. Et après Thomas Drouet, il est 5 secondes 7 derrière. Oui, mais il est plus rapide. 2.14.3. 2.14.3. Il est 1 seconde au tour plus rapide, Thomas Drouet. Attention de ne pas exclure de la lutte pour la victoire cette Mercedes numéro 88 à KSP. Regardez, elle est là. Elle est derrière. Il les a en point de mire, Thomas Drouet. Il a Benjamin Le Sen et Fabien Laverne en point de mire. La fin de course s'annonce passionnante, mais avant cela, on retrouve dans la voie des stands Guénaël Longier avec un invité. Bah oui, messieurs, vous m'aviez donné une mission. C'était trop facile. Je vous ai fait attendre pour voir si vous stressiez ou pas. Mais je commence à stresser. Est avec moi, bien sûr. Benjamin, on a évidemment parlé de vous un petit peu particulièrement ce week-end parce que vous avez troqué votre Ginetta pour une Alpine. Expliquez-nous d'abord la raison de ce choix. Vous l'aviez, cette Alpine, vous rouliez avec l'année dernière, mais vous l'avez fait revenir au Paul Ricard. En fait, sur ce circuit, la vitesse de pointe qui est importante était vraiment... on avait un gros problème avec la Ginetta. Étant donné qu'on est à 45 points de la tête de la BMW, on a pris le risque, on n'avait plus rien à perdre. Et c'est pour ça qu'on est passé avec l'Alpine, parce que par rapport à la vitesse de pointe, et c'est pour ça qu'on a changé. Vous avez d'autres voitures comme ça dans votre poche que vous allez nous sortir, Albi, allez de nom Non, parce que maintenant, on va finir la saison avec l'Alpine. D'un point de vue réglementaire, on avait le droit de changer jusqu'à cette course. Donc on finit la saison avec l'Alpine. Est-ce que vous êtes content de ce choix par rapport à votre relais et à ce qui se passe en piste avec Robert? Performance pure, ce matin, je fais à moins d'1 dixième de la pole alors que je n'avais pas roulé avec la voiture depuis 2 mois et demi. Donc j'étais assez satisfait de la performance. Après, la course, c'est une grande déception parce que
Mais il y a eu le crash au départ, je me suis retrouvé 22e et en termes de résultats purs, je pense que ça ne change pas grand-chose. Eh ben, en tout cas, on espère que ce choix sera payant sur les 3 derniers meetings. Merci Benjamin. Merci Guénel sur les 3 derniers meetings et pourquoi pas dès demain évidemment. En attendant, pour l'instant c'est vrai que Robert Cansani est seulement en 8e position et c'est la 5e de la Silver Cup pour Robert Cansani. C'est pas vraiment ce qu'on espérait. Ouais, c'est la deuxième Alpine pour le moment, Robert Cansani, parce que la meilleure Alpine est celle de Grégoire de Moustier du team Bodmer Auto qui est 6e. Une Alpine qui roule en Pro-Am, contrairement à celle de Robert Cansani qui elle est en Silver. Et ils partiront demain depuis la 12e position pour la course 2, le chrono signé par Robert Cansani. Effectivement, mais il faut se réhabituer. C'était un pari, il l'a dit, Benjamin Lariche au micro de Lionel Longy. C'était un pari de revenir sans avoir roulé avec la voiture. Pour le moment, il est, on va dire, peu payant quand on voit effectivement que c'est une Alpine, celle de Vincent Beltoise qui a signé la pole en course 2 et que partir en 12e, c'était pas vraiment ce qu'ils espéraient. Et là on voit un Benjamin Le Sen qui commence à se battre beaucoup, je trouve, avec l'arrière de sa BMW M4. Et regardez, Fabien Lavergne a bien compris, il fait des appels de phare, Fabien Lavergne, derrière Benjamin Le Sen. Ça se précise, Laurent, ça se précise, la bagarre. On est en dessous de la seconde. Ça se précise, et s'ils se battent ces deux-là, regardez bien qui va revenir à la vitesse de l'éclair, comme les éclairs que l'on a eu hier d'ailleurs dans le ciel du Castellet, et qui nous ont d'ailleurs obligés à annuler la deuxième séance d'essai libre tellement la météo était catastrophique. On a du mal à l'imaginer quand on voit le ciel aujourd'hui. Il y a 24 heures, c'était l'enfer. Regardez, dérobade du train arrière pour Benjamin Le Sen. Si ces deux-là se battent, vous me voyez venir, c'est Thomas Drouet qui va revenir très très vite. Il est plus rapide, Thomas, il tourne en 2.14.4 contre 2.15.1 à Benjamin Le Sen sur le dernier tour. Benjamin Le Sen, là, il va falloir qu'il gère parfaitement ses conditions, lui qui évoluait avec une McLaren l'an dernier dans le championnat européen de GT4, la McLaren de l'équipe néerlandaise Verscure, voilà, je cherchais le nom, avec l'équipe Verscure. Il avait terminé 3e du GT4 européen. Benjamin qui découvre le championnat de France FFSA GT cette année avec Ricardo Van der Ren et avec l'équipe Espace Bienvenue. Et là il va souffrir, Benjamin Le Sen, dans les prochaines minutes, parce que Fabien Lavergne est là et Thomas Drouet est revenu à 4 secondes seulement. Et le meilleur tour en course à mettre à l'actif de Mike Parisi, le leader de la catégorie Pro-Am sur l'Aston Martin AG Stevens en 2.13.950 signe le meilleur tour en course pour l'instant. Mike Parisi qui devance Grégory Guilbert. Ouais, et les deux ont pris un petit avantage sur Grégoire de Moustier qui est un petit peu plus loin derrière maintenant, qui a 3 secondes. Et regardez comment Benjamin Le Sen est déjà en train de défendre les positions. Il est à l'agonie, Benjamin Le Sen, en tout cas avec ses pneumatiques. Et là en passant du côté de la Sainte-Baume, il doit dire Sainte-Baume, priez pour moi, parce que là il va falloir aller jusqu'au bout pour résister. Il a l'avantage, Benjamin Le Sen, évidemment, c'est d'avoir cette puissance de la BMW M4 que l'on connaît, c'est son point fort. Par contre son point faible, c'est de dégrader les pneumatiques, notamment parce qu'il faut faire passer la puissance par les pneus arrière. Voilà l'attaque de Fabien Lavergne qui est juste derrière, qui met la pression. À la fin de course va être passionnante pour la victoire. L'avantage de Benjamin Le Sen, c'est la vitesse de pointe de la BMW. Son inconvénient, c'est d'avoir des pneumatiques là qui, à mon avis, ont déjà donné tout leur potentiel ou presque, qui crient pitié pratiquement, les pneumatiques qui disent attention, il faudrait que la course se termine maintenant. Et Fabien Lavergne va pouvoir en profiter, par exemple dans le double droite du Bosset. Est-ce qu'ils peuvent placer à l'intérieur? Non, pas encore. Pas encore. Et où est Thomas Drouet? Il est revenu à 4 secondes 4. Il est là et il y a, à mon avis, Laurent, moins de 4 secondes 4 désormais pour Thomas Drouet. Ouais. Mais parce forcément, que ça va le faire remonter Thomas avec la Mercedes. On va voir aussi si Fabien va pouvoir trouver l'ouverture assez facilement sur Benjamin. Et puis 5 secondes derrière, on a Mike Parisi. Ça va être compliqué, je pense, pour que Mike Parisi puisse revenir sur le trio des leaders de la catégorie Silver. Il y a moins de 7 minutes. Ouais, on tourne en 2 minutes. Donc ça veut dire, Laurent, si je calcule bien, on va être tout juste à 3 tours. Ça va jouer à quelques secondes près, à mon avis. À mon avis, il reste 3 tours pour Benjamin Le Sen pour résister à Fabien Lavergne. Et il reste 3 tours à Fabien Lavergne pour prendre l'avantage. Et Thomas Drouet est revenu à 2 secondes et demie. Le plus rapide en piste pour le moment est Jim Pla, 2.13.8. Jim, il est un petit peu plus loin puisqu'il est 29e au classement général.
Et après l'incident, on s'en souvient, le tête à queue de Jean-Luc Boublic suite à l'accrochage avec Andrea Benezet. 2 arrêts en plus, hein, c'était en 87. Ah oui. Et donc Jim Pla qui, pour l'honneur, a repris le meilleur tour en course à Mike Parisi. Fabien Lavergne, sa position va commencer à devenir très très inconfortable. Parce que regardez la vitesse. Ouais. Et Thomas Drouet, c'est un sacré client aussi, hein, oui. Donc il va falloir se méfier. Il avait gagné Thomas Drouet à Manicourt l'an dernier, c'était sa première victoire en compagnie de Benjamin Ricci. Depuis lors, il est à la recherche d'un premier succès avec Paul Petit. On sait que l'équipe AKSP a déjà gagné au général à Nogaro avec Jim Pla et Jean-Luc Boublic. Il est revenu, il est pratiquement dans le sillage. Et on va devoir les repérer au feu désormais, des feux un peu plus rouges pour la BMW de Benjamin Lessen qui profite de sa vitesse de pointe supérieure pour rester devant pour l'instant. Mais combien de temps encore? Et Fabien Lavergne, on doit lui dire aussi à la radio qu'il ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps, sinon Thomas Drouet va revenir. Ce sont les 3 leaders de la Silver Cup. On a déjà eu 2 victoires pour la BMW, une à Nogaro et une à Manicourt. Ricardo Van der Ren avait su profiter d'une neutralisation pour surgir en fin de course. Et regardez Benjamin Lessen, la gestion des nerfs, c'est quand même pas mal, hein, parce qu'on voit clairement qu'il change ses trajectoires par rapport à la trajectoire normale, simplement parce qu'il sait que dans les virages, Fabien Lavergne ne peut pas le dépasser. Par contre, il s'applique à remettre les roues droites le plus tôt possible pour accélérer et profiter de la puissance. Il exploite au maximum les forces évidemment de sa BMW, il aurait tort de faire autrement. Et pendant cela, Fabien Lavergne va devoir exploiter lui les forces de sa Mercedes. Et je pense, Laurent, qu'on entre dans l'avant-dernier tour. On n'aura pas le tour supplémentaire effectivement pour moins de 10 secondes je pense, mais il reste 2 tours, soit un peu plus de 11 km à tenir pour Benjamin Lessen ou pour attaquer pour Fabien Lavergne. Et pendant ce temps-là, Thomas Drouet est encore revenu à 1 seconde et demie maintenant du leader. À la régulière, ça semble jouer aussi dans la classe AM avec César Gazo sur la Toyota du team CMR. Une avance assez confortable sur Christophe Hamon sur le D-Full Motorsport qui fera un podium de plus dans le team bordelais. Donc ce serait joué, et là on a Eric Trémoulet qui a évité de justesse avec une crevaison. Oui, crevaison à l'arrière gauche pour Jihad Aboujaoudé, le pilote libanais qui évolue seul, Laurent vous l'a dit. Alors du côté de la catégorie Pro-Am, c'est joué a priori avec Mike Parisi et Nicolas Gomard qui devraient rester devant. Et voici le leader de la catégorie AM. Deuxième victoire en vue pour Wilfried Casalbon et César Gazo après leur victoire lors de la seconde course de Nogaro. Et effectivement, Laurent, vous l'avez dit, pour la deuxième position, Christophe Hamon et Pascal Hutto qui vont réaliser une bonne opération. Attention à l'attaque de Fabien Lavergne au niveau de la chicane. Et il est passé, Fabien Lavergne qui est passé en tête. Changement de leader. Fabien Lavergne devant Benjamin Lessen. Et on pourra avoir une deuxième victoire pour Édouard Copé. Et Fabien Lavergne après celle de Manicourt. Et on n'aurait toujours que 2 équipages qui seraient imposés dans la Silver Cup. Où sont-ils, les hommes de tête? On les attend impatiemment parce qu'il y a également Thomas Drouet qui est passé, je pense. Passé devant la BM, sur la BM, il me semble. Thomas est passé aussi, ouais, oui, je pense aussi. avoir vu le toit de la Mercedes devant. Je pense aussi. Benjamin Lessen n'aura pas pu tenir jusqu'au bout face aux 2 Mercedes. On va rentrer dans le dernier tour d'ici quelques instants sous la conduite désormais de Fabien Lavergne devant Thomas Drouet et Benjamin Lessen. Et on retrouve Nicolas Gomard, l'actuel leader de la catégorie Pro-Am. Il est au micro de Guénaël Longy au moment où on s'élance pour le dernier tour. Oui, Nicolas Gomard, on a retenu son souffle au cours des dernières minutes chez vous, mais Mike Parisi a fait le job, il a creusé l'écart sur la concurrence et vous êtes en route vers une deuxième victoire en Pro-Am cette saison. Oui, écoute, en part 5e, j'ai pas fait de bonne qualif, j'étais pas dans le truc. J'ai fait un relais qui était plutôt correct. Il y a eu un petit accrochage dans le premier tour qui m'a fait perdre des appendices aéros et j'avais la lame avant qui bougeait, donc ça m'a beaucoup chagriné sur mon relais. Après, en termes de stratégie, on avait de toute manière calé pour que derrière les 15 dernières minutes se passaient bien, puisque c'était un petit peu ce qui nous manquait avec la Stone, d'être bien sur la fin de relais. Donc je savais que moi il fallait que je serre les dents et que je donne une voiture à Mike pour la plus propre possible pour qu'il puisse aller au bout et doubler les programmes qui étaient devant nous, puisqu'il y en avait. Puis bien évidemment maintenir derrière la 42 ou 44 de chez Saint-Eloque.
Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, on croise les doigts et on attend les quelques dernières minutes pour savoir comment ça va se terminer. Et ben, on croise les doigts aussi. Merci beaucoup, Nico. Merci Guénel, merci à Nicolas Gomard. On l'a à l'image, c'est Aston Martin, AGS Evans, Nicolas Gomard, Mike Parisi en route vers une victoire très importante dans l'optique du championnat Pro-Am parce qu'il fallait commencer à combler l'écart sur Fabien Michal et Grégory Gilbert. Ils avaient 33 points de retard. Eh bien, ils vont déjà en reprendre 7 ici puisqu'il y a 25 points pour les vainqueurs et 18 pour ceux qui terminent deuxième. 33 moins 7, ça fait 26. Et on a un changement pour la 6e place, puisque Lonnie Martins a trouvé l'ouverture sur Grégoire de Moustier. Ce qui fait que Lonnie Martins terminerait avec Sacha Botman au pied du podium en silver. Autour réussi et qui augure peut-être de meilleures performances encore lors des courses à venir demain. On aura 2 autres courses demain. On aura l'occasion de vous en reparler bien sûr. Avant cela, on va se concentrer sur l'arrivée. Ça ne changera plus, je pense, au niveau du top 3. Et là, on a toujours le leader de la catégorie AM. César Gazo, 16 ans et une deuxième victoire de classe pour la Toyota GR Supra GT4. Voilà, le chrono est arrivé effectivement au bout des 60 minutes il y a quelques instants et on peut présenter le drapeau à damier, la deuxième victoire de Fabien Lavergne et Édouard Copé devant Thomas Drouet et Paul Petit, et puis en troisième position Benjamin Le Sen et Ricardo Van der Ende. On a des valeurs sûres sur le podium. Laurent, c'était pas vraiment de surprise. C'est le moins qu'on puisse dire. On savait que de toute façon Fabien Lavergne, qui avait déjà brillé en GTE dans le passé, qui a aussi voulu et briller en GT3, que le passage en GT4 allait se faire naturellement. Et c'est plutôt bien réussi. Et pour Édouard Coopé, on l'a dit et on le redit, c'est forcément un jeune pilote tout juste âgé de 18 ans qu'il faudra surveiller dans les années futures, puisque ça fait partie des pilotes qui sont promis à un très bel avenir en compétition, et c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, parce qu'en plus il a aussi le côté pointe de vitesse pour lui, il a aussi le côté sympathie. Oui, tous les deux, que ce soit Édouard Copé ou Fabien Lavergne, qui sont vraiment très très sympas. Fabien qui a été champion d'European Le Mans Series l'an dernier quand même, champion GT de l'European Le Mans Series avec Alessandro Pierguidi et avec Niklas Nielsen, c'est quand même pas rien. Avec 2 pilotes officiels Ferrari. Bon, il était pilote bronze l'an dernier, pilote amateur, mais c'est souvent lui qui a été l'élément qui a pu faire la différence. Donc chapeau, et il prouve finalement quelque part, Laurent aussi, en venant dans ce championnat GT4, je trouve qu'il sort un peu de sa zone de confort. Il prenait quand même un risque, Fabien Lavergne, et il prouve qu'il mérite tout à fait sa place. C'est le cas aussi pour Paul Petit, qui était en LMP2 chez Racing Engineering quand même, avec Norman Nato et Olivier Ploss, qui avait gagné ici d'ailleurs, gagné au Paul Ricard dès la première course à l'ouverture de la saison, et qui a essayé de réorienter sa carrière l'année passée en GT3 avec des hauts, avec des bas. Et du côté de Paul Petit, on s'est dit tiens, on va revenir à la base, on va faire une saison de GT4 pour se remettre dans le bas en GT ou avant de voir plus haut, ou pourquoi pas de retourner en prototype, et pour l'instant c'est un retour gagnant. C'est une preuve aussi que ces pilotes qui ont évolué avec des montures plus puissantes et plus performantes prennent du plaisir en GT4, et ça c'est important parce qu'on s'amuse dans le championnat. Et c'est pas forcément facile, aussi bien pour Fabien Lavergne que pour Paul Petit, quand vous avez connu les catégories supérieures, de redescendre d'un étage. Vous pouvez, si vous regardez comme ça sur le papier, voir ça comme une régression, et pour eux c'est pas du tout une régression, bien loin de là, puisque l'objectif c'est de se montrer pour revenir justement dans les catégories supérieures. Et pour l'instant ça marche plutôt bien pour l'un comme pour l'autre. Le GT4 est un tremplin, clairement peut être un tremplin vers d'autres catégories à l'avenir. Voici les vainqueurs, Édouard Copé et Fabien Lavergne. Deuxième victoire pour eux, et chapeau bas, vraiment. Ils avaient déjà gagné à Manicourt. On se souviendra quand même qu'à Nogaro, le week-end avait commencé de manière catastrophique pour eux. Les deux premières courses avaient été catastrophiques, puis ils avaient terminé deuxième de la troisième. C'était une sorte de bouffée d'oxygène, et depuis lors ils sont omniprésents. Ouais, et les deux meetings d'ailleurs, puisqu'à Manicourt, on vous l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu aussi un problème en essai où la voiture était à 2 doigts d'être forfait d'ailleurs, puisqu'il y avait un gros problème d'embrayage, et du côté de chez CD Sport on a travaillé, on a réfléchi, et le week-end c'est nettement mieux terminé qu'il avait commencé. Oui, il faudra les surveiller, parce que s'ils continuent d'afficher à la fois cette performance et une régularité comme celle-là, il faudra suivre Édouard Copé et Fabien Lavergne. Bravo à eux, bravo à l'équipe CD Sport aussi, Laurent, qui avait été championne en 2017 avec des Porsche Cayman, qui a goûté l'an dernier au Mercedes AMG avec, on l'a dit, Édouard Copé et Arthur Rougier. Puis on a su rebondir du côté de chez CD Sport, puisque si 2017 c'était terminé par le titre, 2018 ça avait été vraiment une saison compliquée, et on est venu sur la pointe des pieds avec une Mercedes l'année passée. Cette année on en
en a 3, on en aura peut-être même une 4e l'année prochaine. C'est beau boulot. Et je voudrais saluer la sportivité aussi de ces pilotes. On a vu Benjamin Le Sen tout de suite qui est venu saluer Fabien Lavergne. Et je pense qu'il a dit quelque chose genre désolé mes pneus étaient morts. Je me demande s'ils ne sont pas légèrement touchés à un moment. Quoi qu'il en soit, beau succès donc de Fabien Lavergne et Édouard Coupé devant Thomas Drouet et Paul Petit. Ceci dit, en terminant 3e, Benjamin Le Sen et Ricardo Valderrame, ils ne font pas forcément une mauvaise opération au niveau du championnat. Ils marquent encore des points. Marquer des points même quand on ne gagne pas, c'est souvent l'une des clés. On l'avait vu en 2017 d'ailleurs avec le titre de Mike Parisi et de Gilles Van Ley qui avait été champion de France FFSA dans la catégorie FFSA GT, donc dans la catégorie Pro-Am, sans remporter une seule victoire. Par contre, ils avaient à l'époque accumulé les podiums. Et on l'a dit, en Pro-Am, Mike Parisi et Nicolas Gomard qui s'imposent. On va retrouver dans la voie des stands Guénel dans quelques instants, certainement avec les vainqueurs. Le temps de retrouver tout le monde. On a la joie ici de l'équipe AGS Events et Guénel Longy dans la voie des stands. Et oui, avec Fabien Lavergne et de 2, j'allais dire Fabien 2 au général, 2 en silver. Quel beau dépassement, c'était pas facile hein. Ouais, c'est très compliqué, toujours le même problème de manque de puissance par rapport à la BMW, donc on est obligé de faire des attaques un petit peu de loin forcément, mais bon, pas le choix, donc là, on ne pouvait vraiment pas se permettre de finir encore une fois derrière, donc c'était ça ou rien, donc il a fallu y aller, et moi, je suis hyper heureux pour l'équipe et pour CD Sport, c'est fantastique. Quelle belle série quand même, quand on se souvient de Nogaro, c'était difficile pour vous, quand on se remet quelques semaines en arrière, c'est pas si loin, le travail, le chemin parcouru. C'est ça, ouais, tout à fait. Je pense qu'on a toujours eu le potentiel, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu le prouver dès le début, avec quelques petits soucis. Et maintenant que ça commence à tout se mettre dans l'ordre, on est là. Et la saison est encore longue. Merci beaucoup Fabien. Merci Guénel, et vous avez raison Guénel de rappeler à quel point la saison est encore longue parce qu'on aura au total 10 courses Laurent, et en fait on vient de disputer non, on aura 12 courses pardon, on vient de disputer la 6e, donc on est à la moitié de la saison ce soir en fait. Exactement, donc par contre là après ça va être un marathon hein, parce que ça va vite s'enchaîner quand même les derniers meetings qui arrivent. Ah, vous trouvez pas que ça ressemble déjà à un marathon vous 3 week-ends de course en 6 semaines, saison Covid-19, saison 2020 due au Covid-19 oblige, on aura eu effectivement un programme pour le moins différent. Guénel, on vous entend vaguement mais on a des coupures, est-ce que vous êtes là Guénel? Oui, Thomas, excusez-moi, j'étais en train de chercher des interviews. Ah pardon, non, mais on a eu un retour. Je pensais une interférence. Une interférence. Non, mais voilà. Je suis prête, en revanche, on va pouvoir enchaîner si vous voulez bien, parce que je suis avec les vainqueurs de la catégorie AM, César Gazo et Wilfried Casalbon. Je disais c'est la journée des deuxièmes, c'est la journée des deuxièmes pour vous aussi, messieurs. 2e victoire dans la catégorie AM, bravo. Merci beaucoup, on a beaucoup travaillé avec eux, avec toute l'équipe, et on est super contents de ce résultat. Petit mot peut-être, Wilfried, aussi sur cette victoire. Et ça fait plaisir de prendre un peu des points. Après on verra demain, maintenant on regarde au long terme. Alors on le disait il y a quelques instants, il reste quand même beaucoup de courses. La saison est très concentrée, on n'a pas l'impression comme ça, le Paul Ricard c'est souvent la finale, mais il en reste 2 demain et encore 4 à suivre. Exact, donc il ne va pas falloir faire d'erreur demain et rester sur la piste pour ne pas casser la voiture et faire la 3e aussi. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, on va vous laisser profiter du podium, merci messieurs. Merci beaucoup Guénel, merci à César Gazo, Wilfried Casalbon, bravo à l'équipe CMR qui développe ses nouvelles Toyota GR Supra GT4. 2e victoire après la course 2 de Nogaro. Elle fait du bien dans un championnat AM où les choses pourraient rapidement évoluer. On va refaire les meilleurs moments de cette course et puis on passera au podium dans quelques instants. Le départ de cette première des 3 courses du championnat de France FFSA GT ici sur le circuit Paul Ricard du Castellet, c'est Édouard Coupé qui est en pole position et qui, malgré une attaque de Christopher Campbell lors du premier passage en ES de la verrerie, parvient à conserver cet avantage. Mais c'est Ricardo Vanderhen qui rapidement va prendre l'avantage. Derrière, ça se bouscule quelque peu et malheureusement ce contact notamment va causer l'abandon de Rodolphe Walgren et Vincent Beltoise sur l'Alpine numéro 222 Mirage Racing qui sont pourtant parmi les favoris
dans la catégorie Pro-Am puisqu'ils étaient deuxième du championnat Pro-Am avant cette course. Un petit tête à queue pour Dimitri Gvasava, le pilote russe, et puis cette touchette parfaite chorégraphie entre Pascal Hutto et Jean-Ludovic Foubert. Note artistique 9,5 certainement. Pendant ce temps-là, on a Alain Ferté qui remonte. Il est en tête de la catégorie Pro-Am avec l'Alpine de l'équipe Bodemer Auto. Et puis on a également Edouard Copé qui, après avoir été doublé par Ricardo Van der Ren et par Sacha Botman, revient ici dans le match. Plus les tours vont s'écouler et plus cette Mercedes CD Sport semble performante. On a vu Edouard Copé qui passait Sacha Botman pour prendre la deuxième position. Ricardo Van der Ren toujours en tête. Robert Consani prêt à relayer Benjamin Lariche après les changements de pilote obligatoires bien sûr. Ici c'est Fabien Michal qui cède le volant à Grégory Guilbert. Les doubles champions de France Pro-Am et actuels leaders du championnat en Pro-Am peuvent de nouveau aller marquer de gros points aujourd'hui. Pendant ce temps-là, on a toujours la lutte avec un Mike Parisi qui prend l'avantage ici sur Grégoire de Moustier. Derrière, il est imité directement par Grégory Guilbert qui passe également en deuxième position de cette catégorie Pro-Am. Grégoire de Moustier et Alain Ferté glissent au troisième rang. Benjamin Le Sen a pris le relais de Ricardo Van der Ren. Il essaye de se défendre avec des pneumatiques manifestement assez usés, mais il ne pourra rien faire face à cette attaque placée par Fabien Lavergne, magnifiquement placée au niveau de la chicane du Mistral. Victoire de Fabien Lavergne et Edouard Copé, parti depuis la pole position. Il s'impose devant Thomas Drouet et Paul Petit. Et puis en troisième position, Benjamin Le Sen et Ricardo Van der Ren. Dans la catégorie AM, nous avons un succès de la Toyota de Wilfried Casalbon et de César Gazo. Et dans la catégorie Pro-Am, deuxième victoire cette année de Nicolas Gomard et de Mike Parisi après leur succès à Nogaro. Une très belle course qui se termine en nocturne et qui nous permet d'arriver au cap de la mi-saison pour ce championnat de France FFSA GT 2020 qui est plus ouvert que jamais. Voilà qui nous promet du très grand et du très beau spectacle lors des deux courses au programme ce dimanche. L'obscurité qui est tombée sur le circuit Paul Ricard. Ici au Castellet, on revoit le classement Laurent. Donc victoire de Edouard Copé et Fabien Lavergne sur la Mercedes numéro 2 du team CD Sport. Donc 26 tours couverts. Donc il a 7 dixièmes d'avance sur une autre Mercedes, celle du team AKSP de Paul Potier et Thomas Drouet. Et la dernière marche du podium pour Ricardo Van der Ren et Benjamin Le Sen sur la BMW M4 GT4 du team L'Espace Bienvenu qui termine à 1 seconde 8 des vainqueurs du jour. Preuve que ça a été serré. Derrière, Nicolas Gomard et Mike Parisi s'imposent en Pro-Am devant Fabien Michal et Grégory Guilbert. Et puis on a en 6e position Sacha Botman et Lonnie Martins. Alain Ferté et Grégoire de Moustier complètent le podium de la catégorie Pro-Am. 7e du classement général devant Benjamin Lariche et Robert Consani. Mais on va venir sur le podium maintenant. Le podium qui sera à la fois celui du classement général et de la catégorie Silver. Benjamin Le Sen et Ricardo Van der Ren qui ne gagnent pas alors qu'ils ont mené qui prennent des points. Du premier à l'avant-dernier tour. Ils ont mené la course pratiquement de bout en bout, mais ils prennent des points. Exactement. La régularité, c'est ce que vous m'avez appris depuis le début de saison. Vous voyez, mais elle va compter. Ouais, Paul Petit et Thomas Drouet en ont un peu manqué parfois de régularité depuis le début de cette année, mais il n'est jamais trop tard évidemment. Et ici, ils marquent des points très importants également. Paul Petit et Thomas Drouet qui égalent leur deuxième position dans la catégorie Silver. Et puis la victoire pour Fabien Lavergne et Edouard Copé. Laurent, je peux vous confier une confidence. Je ne vous l'ai pas dit à vous, mais j'ai fait un pronostic cet après-midi. Si, je vous assure, et j'avais pronostiqué le numéro 2. Je vous promets, il y a un témoin, je vous le dirai. Ah non, mais je vous le jure. Je suis sûr que vous avez acheté votre témoin. Non. C'est pas possible. Je vous assure. Je ne vous crois pas. Mais je n'ose plus vous le dire avant parce qu'après, je vous soupçonne d'aller trafiquer les voitures sur lesquelles je mise. Victoire d'Edouard Copé, de Fabien Lavergne. On écoute la Marseillaise pour l'équipe CD Sport. Pour cet hymne national en Voilà, bravo.
Thomas Drouet, Paul Petit, ça doit faire du bien aussi hein, du côté de cet équipage. Laurent, avec un petit goût amer, c'est qu'ils sont partis depuis la 12e position seulement. On se dit que s'ils avaient pu partir un peu plus haut, on a eu une course incroyablement limpide, hein. Pas une seule neutralisation, pas de safety car qui aurait pu permettre. Petits accrochages, mais pas grand chose. Oui, ok, mais qui font partie de la course, mais pas. Je veux dire, on n'a pas eu une course tronquée, éventuellement sportivement parlant, en tout cas par un safety car, ce qui ne nous empêche pas pourtant d'avoir les 3 premiers en moins de 2 secondes. Hein, preuve de l'intensité de la bagarre une fois encore. Paul Petit et Thomas Drouet qui partiront donc en pôle de la course 3. Ce sera forcément des clients à surveiller. Hein. Oui, effectivement, vous avez raison de le rappeler. Au même titre que Benjamin Le Sen et Ricardo Van Der Ren hein, qui partiront en première ligne. À leur côté, effectivement. Alors on a Guénel qui doit aller chercher des pilotes, ma foi, apparemment assez peu attentifs. Grégoire de Moussy, Alain Ferté, hein, qui termine ce sont les mauvais élèves. sur le podium de la classe Pro-Am sur l'Alpine Bodmer Auto. Et dans ce cas-ci, ce sont les mauvais élèves de la classe de Madame Guénaël. Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils étaient près du radiateur au fond de la classe. Ils ont un peu oublié de venir se présenter pour recevoir leur trophée. Je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'Alain Ferté est un mauvais élève. Hein. Non, on se comprend. C'était juste pour la cérémonie de podium, hein, mon cher. Il était encore en tête de la catégorie Pro-Am, hein, Alain Ferté, avant la fenêtre pit stop. Grégory Guilbert et Fabien Michal. Laurent, un mot, régularité pour eux. Encore les points de la 2e place ici. Ils sont là tout le temps, hein, le duo de l'équipe Saint-Éloque, dont le plus mauvais résultat depuis le début de cette année est une 4e position dans la catégorie Pro-Am, qui a accumulé les podiums et qui s'offre un nouveau podium ici très important. Alors certes, ils vont voir Nicolas Gomard et Mike Parisi revenir quelque peu, mais l'écart entre eux était de 33 points et ça veut dire que Grégory Guilbert et Fabien Michal garde 33-7, 26 points d'avance, donc plus qu'une victoire d'avance avant d'aborder la journée dominicale ici sur le circuit Paul Ricard. De nouveau une Marseillaise et cette fois c'est pour l'équipe AGS Events. Voilà, bravo. Elle est contente aussi, hein, la fille de... Mademoiselle Paris est contente. Elle est contente, hein. Ah, elle est contente de se retrouver sur ce podium. Ce qui était une surprise en fait pour Mike, qui ne s'attendait pas du tout à voir sa fille ici. Et voilà, elle est arrivée dans le courant de l'après-midi. Une belle surprise, je pense. Voici le classement du championnat dans la catégorie Silver avec 32 points d'avance désormais pour Benjamin Le Sen et Ricardo Van Der Ren sur Édouard Copé et Fabien Laverne qui ont grignoté un peu aujourd'hui. Benjamin Lariche et Robert Consani restent 3e. Paul Petit et Thomas Drouet reviennent à la 4e position devant Aurélien Panis et Julien Piguet que l'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui, et puis Andrea Benezet et Paul Évrard 6e. Voilà pour le classement en Silver. Sacha Botteman et Lonnie Martins avec leur 4e position aujourd'hui rentrent dans ce classement. Voici le podium Silver que l'on va refaire en fait, qui était le même que le classement général, mais que l'on va refaire néanmoins avec Benjamin Le Sen, Ricardo Van Der Ren 3e, Thomas Drouet, Paul Petit 2e et Fabien Lavergne, Édouard Copé vainqueur. Voilà, on va refaire ce podium, le général et la Silver Cup en même temps. Est-ce qu'on va remettre une deuxième Marseillaise? Oui. Voilà, Marseillaise un peu plus courte cette fois-ci. Ils avaient déjà eu une version extra longue tout à l'heure. Voilà, la même photo, ou presque, qui est donc la photo de cette catégorie Silver de Mercedes AMG devant une BMW. Ce sont les marques allemandes qui se sont distinguées dans cette Silver Cup. Une marque britannique avec Aston Martin remporte la catégorie Pro-Am et une marque japonaise avec Toyota remporte la catégorie AM. Donc du côté des constructeurs, on est assez international. Là, on passe au podium de la catégorie AM avec la 3e position de Christophe Carrière et Didier Dumaine qui étaient partis depuis la pole position, qui ont chassé le fameux chat noir Laurent. Et là, on a Christophe Hamon et Pascal Hutto qui terminent 2e. Ils ont chassé le fameux chat noir, mais pas encore de victoire pour Didier Dumaine et Christophe Carrière. C'est un podium supplémentaire quand même.
Là, une deuxième place qui vaut une victoire ou presque pour Pascal Hutto et Christophe Hamon, hein, d'autant qu'ils ont profité des ennuis et de l'abandon de la 72 d'Erwan Bastard et de Sylvain Karov. Donc ils vont creuser l'écart au niveau du championnat. Pour la petite info, on va changer le moteur sur cette Ginetta du team ANS Motorsport de Sylvain Karov et de Erwan Bastard. Vous êtes déjà au courant, vous? Oui. Enfin, vous m'épaterez toujours. Victoire de Wilfried Casalbon et de César Gazo. Ils méritent bien eux aussi une Marseillaise. Voilà, félicitations messieurs, bravo aussi à l'équipe CMR. Évidemment, qui est représentée ici par Madame Bourachon. Oui, Sabine. De son prénom. Bravo à Sabine, bravo à toute l'équipe. On sait qu'on travaille dur pour le moment dans l'équipe. Surtout que ces Toyota étaient en piste la semaine passée à Zandvoort en GT4 European Series. Où il y avait aussi les Bentley. Et oui, et ces derniers jours, la journée test des 24 heures de Spa avec les Bentley. Donc du côté de chez CMR, on a des semaines et des week-ends bien animés. Oui, on ne fait pas la balance entre heures de sommeil et heures de travail parce qu'elle serait tout à fait déséquilibrée. Voici le classement du championnat en Pro-Am. Fabien Michal, Grégory Guilbert en tête. On l'a dit, l'écart 26 points désormais avec Mike Parisi et Nicolas Gomard. Rodolphe Walgren et Vincent Beltoise, après leur abandon aujourd'hui, glissent à la 3e position dans ce championnat Pro-Am. Et puis du côté de la catégorie M, alors on va voir la remise des montres Certina pour les polemen, Didier Dumaine. Et voici le classement AM que l'on a aperçu pendant quelques instants. On peut le remettre peut-être, voilà, avec Christophe Hamon et Pascal Hutto qui ont donc 20 points d'avance sur Erwan Bastard et Sylvain Karov. César Gazo et Wilfried Casalbon, après leur victoire d'aujourd'hui, revient ici avec 37 points de retard sur les leaders. On se retrouvera demain, départ à 11h30, donc nous serons en direct à partir de 11h15 plus ou moins. Suivez-nous bien sûr, et puis on aura une troisième course demain, on vous en offre une, c'est cadeau à 16h35 le départ de la course 3. Merci Laurent Mercier. Merci Thomas d'avoir été avec nous ce samedi soir. Merci à Guénaël Longy pour ses interviews et à toute l'équipe de Stop & Go pour la réalisation de cette course. On vous dit à demain, bye bye. Bye bye. C'était votre programme avec Racing Lube, spécialiste des fluides et lubrifiants pour les particuliers et professionnels.